Ok, c'est parti alors. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je m'appelle Juliette Avert et ça fait 3 ans maintenant que j'anime ce festival des Deauville Green Awards. Je pense que ça se voit, je ne savais pas, mais je suis très raccord avec le poster. Voilà. Donc ça fait un peu où est Charlie? Je suis là. Bref, elle n'est pas de moi, hein. On me l'a dit juste avant, je l'ai trouvé pas mal. Donc j'ai noté. Merci si tu es là. Pour les crédits, j'espère que vous avez eu le temps de boire un petit peu, de manger. Moi, j'ai pas trop eu le temps. On va dire que ça s'appelle la sobriété alimentaire. Alors, merci, j'espère que c'est merci. Alors, bienvenue à cette grande soirée normande ici aux Franciscaines, ce beau lieu des Franciscaines qui nous accueille. Et on a donc 2 tables rondes ce soir avec donc 4 x 2, 8 intervenants. Avant ça, il y a des prix qui vont être remis, et pas des moindres. Donc on va découvrir les dernières initiatives de la région Normandie avec des acteurs locaux et engagés qui vont nous parler donc des nouveaux enjeux sur la transition énergétique en Normandie. Voilà, le thème ce soir, c'est vraiment la transition énergétique, pas que des entreprises, mais aussi des associations. Voilà, donc merci en tout cas à vous d'être là. Pour commencer, je vais vous demander d'accueillir notre premier invité, c'est l'adjoint au maire de Deauville, Guillaume Capard. Merci, ouais. Et vous avez des applaudissements, pas moi. Bonsoir. J'en aurai tout à l'heure, ça va. Bon, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Adjoint donc au maire de Deauville depuis combien de temps? Depuis le début, depuis 2001. Très bien. Alors, je vous laisse faire un petit mot de bienvenue. Eh bien, merci de m'accueillir. Je vous prie de bien vouloir accepter donc les regrets effectivement de Philippe Augier, notre maire, qui est empêché ce soir, mais qui m'a confié le soin de vous accueillir en son nom ici aux Franciscaines, donc le dernier né des établissements de la ville de Deauville. Il n'est pas là parce qu'il avait un truc au Qatar, non, ce soir il revient demain, c'est ça? Je ne suis pas au cabinet. Ah oui, non, j'avais vu sur son Instagram. Lieu culturel donc désormais incontournable, vous y avez fait allusion. On y apprend, on s'y passionne pour la lecture, la peinture, la photographie, la sculpture, la danse, le chant, la musique. Mais on s'y cultive donc d'une manière générale, on s'y détend, on y débat et on y réfléchit, et c'est ce que vous allez faire pendant ces 2 jours. Voilà 12 ans, je cherche François, il est là, voilà 12 ans, Philippe Augier avait accueilli avec bienveillance ce festival qui venait agrandir notre offre déjà riche en festival, mais qui était également une offre de films, le film américain bien sûr, à l'époque il y avait le film asiatique, et puis également le festival de musique. Pendant que certains regardaient ailleurs, Philippe Augier avait bien compris que par l'image, par le film, alors au début c'était surtout le film de l'entreprise, on réveillerait ou on éveillerait les consciences. Oui, par les récits. Ce festival, il a évolué en 12 éditions, il a bien grandi, et cette année vous recevez donc 500 films engagés venant du monde entier, j'ai vu ça dans votre programmation, appréciés par un jury donc composé d'une 40aine de professionnels issus de l'environnement, de la communication, de l'audiovisuel, donc qui ont la lourde charge de sélectionner les lauréats. C'est ça. Alors, convaincu que l'action politique ne peut ignorer la nécessité de préserver la planète, la municipalité, il faut bien que j'en parle un petit peu, s'est employée depuis 2010 dans différentes actions, en commençant par adopter sa charte de développement durable en juillet 2010. Que ce soit à travers nos grands projets, comme la construction du centre du pôle international du cheval, l'aménagement de la presqu'île de Latou, qui est le quartier que nous avons réurbanisé face à la gare, dans lequel on a limité l'emprise des constructions à 30% à peu près des espaces constructibles en fait. On a construit 1/3 de ce qu'on pouvait construire. On est monté un petit peu, mais hauteur raisonnable pour ne pas gêner nos amis de Trouville. Et surtout, on a pensé la préservation, dans ces 2 projets phares, on a pensé la préservation de la ressource en eau. Et il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, 4 ans maintenant, 2018, on a fait une campagne également de communication et de sensibilisation sur la plage, parce qu'on a fait le constat malheureusement que beaucoup oubliaient que la plage était au départ un espace naturel. Tout ça pour dire que la municipalité fait plutôt preuve de constance dans ses choix. C'est moi qui le dis, mais les Deauvillais le soutiennent également.
En 2022, plus récemment, Deauville a fait partie des 5 premières villes en France labellisées de destinations innovantes et durables. J'y reviendrai un petit peu plus tard, pour un tourisme durable et éco-responsable sur l'ensemble de la destination. Ici, et Philippe Augier vous l'a probablement déjà dit l'année dernière, on a toujours pensé que la réglementation, la norme, ne devait pas empêcher l'action, en fait. Et je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir, non seulement pour assister aux récompenses des films lauréats, mais aussi pour la qualité donc, des tables rondes, vous y avez fait écho tout de suite, qui vont rythmer notre soirée. Nous avons la chance d'être dans une région où les élus, qu'ils soient régionaux, je salue mon collègue du conseil régional, qu'ils soient départementaux, je salue Audrey du département du Calvados, ou locaux, on est plusieurs du conseil municipal ici dans la salle, et peut-être d'autres communes. Cette préoccupation de chercher à préparer les acteurs, les Normands, les habitants, aux impacts du changement climatique, qui est vraiment le thème que vous avez choisi ce soir. Que ce soit à la région, avec des documents on va dire, réglementaires, le SRADET, dans nos intercommunalités avec les plans climat, air-énergie. Les territoires se veulent aujourd'hui résilients et sont prêts à mener des actions concrètes, innovantes, pour limiter et en tout cas s'adapter aux effets du changement climatique. J'en suis persuadé. On peut des fois pas avoir confiance dans le monde politique. Mais en tout cas, je peux vous dire, pour avoir passé pas mal d'heures, en ce qui me concerne, en réunion du PCAET, que je pense que les élus ont pris cette charge à bras-le-corps. C'est donc avec un engagement fort, d'ailleurs, un petit exemple, que j'étais aux côtés de la région pour juger les 28 offres reçues dans le cadre de la consultation pour l'occupation des délaissés portuaires. L'aéroport de Deauville-Normandie, la ville de Deauville est propriétaire de l'aéroport, on le met à disposition de la région et du syndicat mixte. Et donc cette centrale photovoltaïque, qui poursuit aujourd'hui son long chemin des autorisations et de la concertation, avec plutôt un bon écho, permettra de produire l'électricité pour un équivalent de 28 000 habitants. C'est donc 1300 tonnes de CO2 qui seront ainsi économisées sur des terres qui aujourd'hui ne sont même pas cultivables ou cultivées, notamment en raison des servitudes aéronautiques. Ville touristique, on l'a dit, Deauville destination des ventes durables. On pourrait se réjouir de l'augmentation des jours d'ensoleillement, de l'augmentation des températures. Ça fait 16 jours qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau sur la Normandie. Et pourtant, nous avons conscience que c'est pas ce leurre, il ne faut pas tomber dedans. Il ne faut pas tomber dedans, et on sait que ces augmentations de température, ces journées d'ensoleillement, tout cela s'accompagnera d'une réfaction de l'eau. Elle a touché la Normandie beaucoup, dans l'ouest de la Normandie l'année dernière, y compris donc un peu le Sud-Manche et puis le bocage virois. Le Pays d'Auge, une terre plus fraîche et naturelle, a moins souffert. Mais en tout cas, on ne peut pas l'ignorer, et la destination de tourisme que nous sommes, avec une économie à 90% tournée vers le tourisme, n'oublie pas ce fait. Les soirées de ce soir vont donc apporter la confirmation que nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, et que la mobilisation des acteurs de l'ensemble des territoires pour transformer et adapter ces pratiques est primordiale. J'ai parlé des élus de la Normandie comme acteurs de cette préparation à la transition, mais je n'oublie pas l'État comme un acteur majeur. J'ai salué tout à l'heure M. Levallois de la Dréal qui interviendra. Je l'avais rencontré au grand débat sur le parc en Manche, centre-Manche, à Cabourg. J'étais en tant que citoyen à des journées de grand débat. On n'était pas très nombreux, mais en tout cas, ceux qui étaient là n'étaient pas contre le projet, étaient motivés et curieux en tout cas. Et donc je disais que j'oubliais pas l'État, puisque la région de Normande, c'est 600 km de côte, et que donc la Normandie se doit d'être un acteur majeur de l'éolien. La deuxième table ronde viendra donc nous éclairer sur ces projets. C'est donc avec plein d'images et d'initiatives que nous serons mieux armés, je pense, pour nous engager dans cette indispensable transition. Soyez heureux et fiers d'être fidèles à Deauville. Nous le sommes en tout cas, heureux de vous accueillir et fiers de vous accueillir. Et je vais terminer avec une petite citation de Winston Churchill, puisque d'habitude j'ai un collègue d'une commune voisine qui connaît beaucoup la biographie de Winston Churchill, qui nous disait qu'il valait mieux prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge.
D'autres aujourd'hui le rethématisent, je crois. On verra ça un petit peu plus tard sur aujourd'hui pourquoi on se bat. Mais je pense que déjà Winston Churchill, au début du XXe, avait déjà trouvé cette solution. Bonne soirée à tous, soyez heureux d'être à Deauville et vive le Deauville Green Awards. Merci, monsieur Capa. J'avais une petite question qui n'était pas prévue, qui était personnelle. Est-ce que, c'est pas une attaque, est-ce que, parce on lit souvent que Deauville, la moyenne d'âge des habitants est assez élevée. Je ne dis pas qu'ils sont tous conservateurs, mais est-ce que c'est bien pris, c'est bien perçu les changements, le programme écologique de Deauville par ces gens-là ? Les gens qui sont venus à Deauville pour en faire tout d'abord leur résidence secondaire, puis leur résidence principale, sont venus parce qu'il y a une qualité de vie. Ça a été un des facteurs de notre attractivité. Et donc, on souffre pas tellement d'un rejet de nos dispositions que nous prenons. Il faut faire preuve d'explication. Moi, hier, je vais vous raconter une anecdote très vite. Hier, je vois une dame en ville qui me dit « Je regrette d'avoir voté pour Philippe Augier ». Je lui dis « Vous allez m'expliquer ?» Tout simplement parce que on venait de mettre dans le quartier des points d'apport volontaires, y compris OMR. Et je lui ai expliqué que la France était un des derniers pays à faire du ramassage en porte-à-porte de collecte d'ordures ménagères. Que tout ça, ça devait se terminer. Et que nous, à la Petite Commune, moi j'ai géré les ordures ménagères, on a une quarantaine de camions qui tournent tous les jours, jusqu'à 1h du matin. On commence à 6h du matin, jusqu'à 1h du matin sur l'ensemble. Ça ne peut plus durer. Et en expliquant, après, elle m'a dit, bon, c'est pas... Je regrette moins. Regrettez moins. Donc... C'était la seule raison. Mais voilà, mais autrement les gens sont venus ici pour un cadre de vie. Okay. Et donc, je vous l'ai expliqué sur la plage, on a travaillé beaucoup sur le fait de préserver la plage. Ouais. Parce qu'on a une plage, c'est vrai, qui est un peu urbaine, on n'a pas vraiment de laisse de mer, la biodiversité sur notre laisse de mer est assez limitée, on a une plage très criblée, voilà, il faut pas un brin d'herbe sur la plage. C'est pas facile, donc on doit composer avec ce public-là et avec la qualité de nos installations. Mais en tout cas, l'écrin doit être préservé. Okay. Et ça, ils en sont convaincus. Et dernière question, on connaît votre proximité du coup avec Trouville, géographiquement. Est-ce que vous avez aussi une proximité politique, par exemple, quand vous avez des idées sur l'écologie, des projets à mettre en place, vous le faites en binôme ou c'est un peu chacun de son côté ? La Petite Commune fait le trait d'union, puisque la Petite Commune a dans ses compétences obligatoires l'environnement et l'aménagement de l'espace. Et donc, ça nous arrive de travailler beaucoup en commission. Je vous ai parlé du PCAET. L'urbanisme, c'est le plan communal, le PLU, il est intercommunal. Donc, on a cette histoire commune. Et puis également, même si chaque ville a sa personnalité, nous savons tous que notre territoire, ici, il est sur l'ensemble de Cœur-Côte-Fleury, voire même peut-être avec Cabourg, Honfleur et Pont-l'Évêque. À l'échelle, en tout cas, de la transition, c'est cette échelle-là, c'est pas notre échelle communale qui doit nous guider à faire des choix. Je ne le pense pas. Très bien. Vous êtes aussi là ce soir du coup pour remettre le prix de la ville, le prix de Deauville, un des prix spéciaux. On en a 10 pendant ces 2 jours. Du coup, je vous laisse remettre le prix, si vous avez une petite enveloppe qu'on vous a donnée. C'est bien. And the award goes to... Alors, le prix spécial, qui est le prix de la ville de Deauville. C'est ça. À l'occasion du 2e Deauville Green Awards est attribué au film « Pourquoi on se bat » de Camille Etienne, je crois. Et Solal Moisan. Tenez, je vous laisse les remettre. Camille Etienne, qu'on ne présente plus, mais qu'on peut quand même applaudir beaucoup plus fort que ça.
Parce que au-delà d'un film, c'est un engagement de tous les jours. C'est des plateaux télé, des engagements, des marches pour le climat et plein de belles initiatives. Est-ce que tu veux un micro pour parler de toutes ces émotions qui te traversent instantanément? Oh là là, merci à ma mère. Merci. Non, je suis très contente d'être revenue. L'année dernière, on est venu ici, on a fini par se baigner tous ensemble en culotte. Donc j'ai des très bons souvenirs finalement de ce festival. Je me suis dit, mais je vais revenir, quel cadre incroyable. Et non, on était contente de pouvoir parler de ce sujet de l'océan, en fait, qui est pour vous très prégnant, qui pour moi, en tant que bonne montagnarde, l'est pas du tout habituellement. Et j'ai découvert, en faisant ce film, en ayant voulu aller filmer le plus vaste glacier d'Europe en Islande, j'y suis allée en voilier et ça a été ma porte d'entrée vers ce vortex immense qui est celui de l'amour pour l'océan. Et je pense qu'une bonne partie de ma vie sera dédiée à sa protection. Donc voilà, je participe modestement à protéger le petit bout de celui qui touche Deauville. Donc ça a du sens de recevoir notre premier prix, en vrai, ici, sur ce film. Le donc producteur aussi est là. Merci à vous. Raphaël Percher, qui est le producteur du film. Que j'essaie de faire venir depuis tout à l'heure, mais il refuse. Il me laisse dans une solitude totale. Mais on t'a vu. Bon, avant qu'on voit un court extrait avec ton mal de mer et tout ce que tu as fait en voilier, tu en as parlé. Moi, j'avais un prix aussi à te remettre parce que l'année dernière, on s'est baignés ensemble, bain de minuit, bain de folie. Et suite à ça, elle n'avait pas de maillot de bain, j'en ai prêté un. Bref, non, justement, t'en avais pas, donc c'était baignée en culotte, elle était trempée. Et tu as laissé, j'adore dire cette histoire, tu as laissé ta culotte dans ma chambre. Voilà, c'est quand même stylé de dire Camille Etienne a laissé sa culotte dans ma chambre. Donc voilà, comme je trouve que tu es une écolo engagée et je dirais même culottée, je te remets le prix de l'écolo la plus culottée. Tiens. Je ne pensais pas un jour être prise en photo avec une culotte et un fric. C'est extraordinaire. Ça fait un an que je la garde précieusement à la maison. Dans ton sein, vraiment, ça part beaucoup trop en live cette soirée. C'est bien chaud, on n'a pas encore bu, c'est très bizarre. Voilà, tout le monde pensait que c'était de la poitrine, j'ai enlevé le truc. On regarde tout de suite un extrait du film de Camille et Solal. Je m'appelle Camille Etienne, je suis activiste pour le climat en France. Depuis des années, les rapports se succèdent. Les scientifiques nous alertent et pourtant, l'action concrète et massive tarde à venir. C'est cette question qui m'obsède. Pourquoi on sait, mais on n'agit pas? Avec mes deux meilleurs amis, Solal, réalisateur, et Jade, qui est danseuse, nous partons de filmer la fonte des glaces, direction l'Islande. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. L'urgence, elle est telle qu'il faut vraiment qu'on mouille la chemise et qu'on explique à tout le monde ce qui est en train de se passer. Oh, bravo Camille et Etienne. Bravo. Camille, je viens de poster l'histoire de la culotte sur les réseaux, ça fait un buzz. Non mais c'est quand même fou, hein. L'écologie, ça fait jamais un buzz sur les réseaux. Par contre, on met une culotte et d'un coup, wouh, le monde s'enflamme. Alors, pour le deuxième prix qu'on va remettre ce soir, c'est le concours vidéo des jeunes 15-25, hashtag filme ton futur. Et pour remettre ce prix, je vous demande d'accueillir Pierre Vogt, qui est un représentant de la région Normandie. Et bonsoir Pierre. Bonsoir, je dis un mot avant ou je remets le prix directement? Même plusieurs qu'un, vous pouvez y aller. Bon, on vous écoute. Je voudrais d'abord excuser Hubert de la Betty, qui aurait bien voulu être là ce soir, mais qui avait un empêchement, avant de saluer mes collègues et amis, et mesdames et messieurs qui êtes là. Je vais dire deux mots sur les grandes lignes de la politique de la région. Je ne vais pas trahir Hubert de la Betty en disant que cette politique, elle roule sur 4 roues. La première roue, c'est l'évaluation. L'évaluation, c'est ce qui a conduit à créer le GIEC normand, qui est une instance qui, GIEC, c'est pour faire comprendre à tout le monde ce que c'est, une instance qui détermine d'une façon aussi précise que possible les conséquences du changement climatique sur la Normandie, sa ressource en eau, l'élévation du niveau de la mer, le régime des rivières et le régime climatique local qui va nous arriver. La deuxième roue, c'est évidemment la conversion de ce qui dépend directement de la région. Ce qui dépend directement de la région, ce sont les lycées,
dont il faut améliorer les performances thermiques. Ce sont les ports dont il faut faire en sorte que par exemple, l'accès à quai des bateaux soit assuré de façon électrique sans utilisation des moteurs de navigation. C'est bien sûr aussi tout ce que l'on fait en faveur de la mobilité au travers des transports interurbains de voyageurs par le train ou par la route. Là aussi, il y a de la conversion à faire. La troisième roue, c'est l'anticipation pour accueillir toutes les nouvelles industries qui assurent cette transition. La région ne fait pas elle-même la transition énergétique, mais elle organise, elle offre toutes les structures nécessaires à l'implantation des industries et à leur développement. Je voudrais simplement citer rapidement tout ce qui a été fait à Cherbourg pour que Cherbourg devienne le premier hub de logistique en matière de montage, d'assemblage d'éoliennes en mer. Tout ce qui a été fait à Ouistreham pour assurer une base de maintenance pour les énergies marines renouvelables. Et puis aussi tout ce qui est fait en matière de formation pour que les jeunes Normands puissent être prêts à assurer tous les nouveaux métiers que la transition écologique permet d'ouvrir. Et puis la quatrième roue, je l'appellerais la germination. La germination, c'est comment faire en sorte que petit à petit, par infiltration, par infusion, je ne sais pas comment dire, le concept et les nécessités du changement climatique et du changement écologique aussi, soient perçus par l'ensemble des Normands. Et on a un certain nombre d'outils pour ça. Bien sûr, c'est aussi GIEC Normand qui a son rôle dans ce travail de conviction. On a aussi toute une panoplie d'aides qui permettent de favoriser des initiatives dans les domaines très variés. Mais on peut citer par exemple tout ce qui est fait pour le bois énergie, pour le solaire. Et puis, il y a un troisième outil de la quatrième roue, c'est ce que vous faites ici, aujourd'hui. C'est comment faire en sorte que le concept soit intériorisé, si je pourrais dire, intériorisé par tous les Normands et particulièrement par les jeunes Normands. C'est pour ça qu'Hubert de la Bâtie avait initié il y a quelques années avec vous cette idée dont on voit l'expansion et même presque le triomphe aujourd'hui, de favoriser la créativité et l'imagination autour de ces thèmes-là. Non pas simplement autour d'une réflexion qui serait purement, comment dirais-je, évocatrice, mais qui est aussi une création artistique autour de ces thèmes. Et il est persuadé que cette création artistique favorise la prise de conscience, non seulement de ceux qui y participent les plus jeunes, mais aussi de l'ensemble des Normands. Voilà ce que je voulais dire sur un portrait général sur la politique de la région Normandie en matière de transition écologique et de transition énergétique. Super, merci Pierre. Alors du coup, notre huissier vous a remis une petite enveloppe, oui, je crois. Absolument. Alors je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense. J'ouvre délicatement. Excusez-moi, je vais le dire en français. Et si demain, réalisé par Madame Boucher. Ouais, et si demain tout s'arrêtait. Wouhou! Et si demain tout s'arrêtait. Zoé Boucher. Zoé Boucher. J'espère que tu n'es pas végétarienne, ce serait un comble quand même. Okay. Oh, oh, oh. Tiens, vous les remettez. Je vous remets le. Ça se pose comme ça. Bravo. Un compliment, il paraît que c'est très percutant. Ah, vous n'avez pas vu? Comment? Vous ne l'avez pas vu? Non, je n'ai pas vu. Ah, on me l'a dit. On okay. m'a dit, vous allez voir, c'est très percutant. Ok. Alors j'attends. Mes compliments. Tu l'as vu, toi, Ouais. Alors, un petit mot sur... Merci beaucoup. Voilà, c'est très cool de réaliser ça. Je ne m'attendais pas du tout à aller jusqu'ici. Je suis très peu à l'aise là maintenant, tout de suite. J'ai très envie de repartir m'asseoir.
Du coup, j'ai 15 questions pour toi. Assieds-toi. Alors. Non, mais voilà, merci beaucoup aux filles de Greenward qui sont venues nous vendre le projet Filme ton futur à l'université. C'était très cool et ça nous a beaucoup motivés à venir. Merci à Sydney qui est là, parce qu'il a pris pas mal de vidéos et de plans qui sont dans la vidéo. Et, tu as quel âge du coup ? J'ai 19 ans. Et tu étudies quelque chose en rapport avec la transition ou pas du tout ? Absolument pas, j'étudie à la fac de droit de Rouen. Ok. Voilà. Et puis merci pour cette journée. Pour l'instant, comme je l'ai dit à tous les ateliers que j'ai faits, c'est super enrichissant, j'apprends beaucoup et ça me permet voilà, de m'améliorer et de penser différemment. Donc merci à vous tous et voilà. Mais tu sais qu'on a besoin tu dis que ça n'a pas rapport avec le droit, mais on a besoin de juristes et d'avocats pour... tu sais qu'il y a eu un procès pour inaction climatique, on a besoin d'avocats. Donc c'est totalement lié. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci et bravo pour ce prix. On regarde un court extrait. Et si demain, tout s'arrêtait ? Et si demain, toi et moi, on décidait de tout quitter, de nous abandonner parce qu'à quoi bon continuer si on refuse de nous écouter ? Et si, plutôt que de nous lamenter, on allait, on faisait, bref, on agissait ? Me voilà seule face à moi-même dans un dilemme auquel moi seule je ne pourrais répondre. Les images défilent, mais je ne comprends pas tout. Faire le tour du monde sur un grand voilier et admirer les baleines au milieu des glaciers. Mais aussi pour me nourrir de ce que le monde a à m'offrir. Des paysages montagneux aux forêts grandioses, aujourd'hui c'est un rêve qui s'amenuise. Des images et des idées, le monde en a plein la tête. Mais la planète, elle, a déjà fait le tour de son monde. On m'a dit, vis, découvre, explore, qu'entreprendre c'est la clé du succès. Mais briller je ne peux pas. À qui le montrer sinon aux enfants qui ne seront pas et qui écoperont de mes excès quand moi je vivais sans remords. Et si on avait le pouvoir d'agir, de faire réagir. Et si demain, tout s'arrêtait ? Et si demain, toi et moi, on décidait, on menait la révolte de façon désinvolte, saupoudrer notre colère contre un monde qui nous enferme, dans ce tumulte d'indignation ne laissant part à notre imagination. Réunir toutes les couleurs avec ardeur, je rêve de justice, pas de peine. Mes idéaux grandissent, et sous mes fenêtres une voix résonne. De la symphonie, je ne retiens que le geste, qui, à chacun de mes pas, détonne. Alors oui, je manifeste. Je manifeste pour un monde meilleur, parce que j'ai peur. Peur de l'échéance. Comme si la seule façon que de dénoncer nos excès était de les voir prendre le dessus sur nous. Comme si les signes que l'on reçoit ne trompaient. J'irai pleurer demain peut-être. Non pas par tristesse, mais par désespoir. Désespoir de ne pas vous convaincre que demain, tout peut s'arrêter. Il n'y a plus de « et si » pour la planète. On a le pouvoir d'agir, de faire réagir. Bravo Zoé. Bravo. C'était le film dans son entièreté d'ailleurs, hein, Zoé, c'est ça ? C'était pas juste un extrait, c'était le film en entier. Bravo. On en a parlé tout à l'heure, Pierre, vous en avez parlé, le GIEC. Donc le GIEC, tout le monde est à l'aise avec ce terme, c'est bon ? On a la chance ce soir d'avoir le président du GIEC normand et un des membres experts du GIEC international. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir une personnalité dans l'écologie, Benoît Léniel. Merci, vous avez besoin de ça. Donc oui, le GIEC normand, mais pas que, vous êtes aussi vice-président de l'université Rouen Normandie. Très bien, et donc vous avez la scène et la parole pendant 10 minutes pour nous faire un exposé. On a toujours peur qu'un scientifique parle, que ça va durer très longtemps. Je vais essayer de tenir les 10 minutes, je vous le promets. À tout à l'heure. Alors, oui, donc ce que je vais présenter, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand on regarde toutes nos stations météo sur la Normandie, on voit qu'effectivement le réchauffement climatique, c'est vraiment une réalité en Normandie. Si qu'on applique quelle que soit la méthode, eh bien on s'aperçoit que depuis 1970, le réchauffement est de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés en Normandie. Si on s'intéresse maintenant aux projections, comme vous savez, le GIEC fait des projections à l'horizon. On va regarder les dernières cartes à l'horizon 2100 pour aller plus vite. Vous avez la carte bleue qui est la référence actuelle et vous voyez que sur les cartes suivantes, on a des couleurs plus chaudes et ces couleurs plus chaudes indiquent qu'on va vers un réchauffement. Et ce réchauffement, entre le scénario le plus optimiste, celui qu'on voudrait tendre dans le cadre de la COP21, c'est un réchauffement pour la Normandie de plus 1 degré. Ce qui est le plus rouge, c'est le scénario le plus pessimiste où on est à plus 4 degrés.
Le problème, c'est qu'au vu des émissions de gaz à effet de serre actuelles, on n'est pas sur la trajectoire à 1 degré, on est sur des trajectoires plutôt à 2,5 et 4 degrés pour la Normandie. Alors j'ai pris quelques exemples, il y en aurait bien d'autres, sur les précipitations, notamment les précipitations intenses. C'est intéressant à regarder parce que c'est celles malheureusement qui peuvent occasionner des inondations. Et là, nos projections indiquent que quel que soit le scénario, on va aller vers une augmentation de plus 2 à 10% de ces précipitations. Et donc, de facto, on va vers une augmentation du ruissellement, des crues de rivières, des remontées de nappes et donc des inondations, malheureusement, et des coulées boueuses. Pour ce qui est de l'élévation du niveau des mers, quand on regarde les données sur nos stations de mesure, quelle que soit la station de mesure, on a bien une élévation du niveau des mers de l'ordre de plus 2,2 mm par an. Et les projections indiquent sur ces courbes que l'on va aller, là encore à l'horizon 2100, entre plus 40 cm et 1,10 m. Là encore, le 40 cm, au vu des émissions de gaz à effet de serre actuelles, on peut l'oublier. On est plutôt sur 70 cm et 1,10 m. Et vous voyez qu'il y a une courbe aussi qui s'élève rapidement. Cette courbe indiquerait une élévation jusqu'à 1,80 m dans le cas d'une déstabilisation de l'Antarctique. Alors bien évidemment, les zones côtières, comme ici à Deauville, seront des zones qui sont qualifiées de hotspots du changement climatique, à cause de l'élévation du niveau des mers, mais aussi à cause des submersions de tempêtes, des crues de rivières, parce que tout ça joue ensemble. Et donc, bien évidemment, on va vers une intensification des risques sur les zones côtières, recul du trait de côte, inondations et dégradation de la qualité des eaux. Alors ici, vous avez un film, alors c'est dommage, il n'y a pas le son, une petite vidéo. Alors cette vidéo, ah si, le son arrive après. C'est une vidéo que l'on a réalisé, qui a été réalisée par le laboratoire CIREF de réalité virtuelle à Caen, où on rejoue la tempête de 1990 avec 1 mètre d'élévation dans une rue d'Étretat. Alors c'est très pédagogique. Alors ici, c'est une vidéo, mais sachez qu'on peut être dans une salle immersive, et dans cette salle, vous voyez la vague arriver sur vous, l'eau passer derrière vous. Alors on n'a pas poussé jusqu'à arroser et mouiller les personnes, comme à Disney, mais c'est très pédagogique, et quand on emmène les élus, et notamment le maire de Trétat, donc qui connaît bien sa rue, et qu'on lui montre vers quoi on pourrait tendre si on ne fait rien, ça marque les esprits. Autre élément qui marque les esprits, même si c'est moins spectaculaire sur la slide, c'est ce qui pourrait arriver sur tout l'axe Seine. Ici, c'est une représentation sur la Seine, sur la boucle de Rouen, où a été modélisée à la fois l'élévation du niveau des mers et une crue de rivière. Parce que l'élévation du niveau des mers, on a beau être à Rouen, a un effet et empêche l'écoulement de l'eau. Donc on va vers davantage d'inondations. Et vous voyez sur ma carte, les petits points rouges, ce sont les sites Céveso. Et en orange, c'est les zones inondées. Et vous voyez qu'une majorité de sites Céveso sera régulièrement inondés, et ça c'est valable sur tout l'axe Seine. Donc ça veut dire qu'il faut percevoir le changement climatique comme un accélérateur du risque, puisque une inondation va entraîner un risque industriel, va entraîner un risque sanitaire, un risque économique et sociétal. Et c'est très peu regardé actuellement, et à l'université de Rouen, on a déposé un projet pour essayer de mieux comprendre ces effets de cascade entre ces risques. Alors j'en arrive à que fait-on maintenant? Alors il reste très peu de temps pour agir. Il faut savoir que l'objectif de la COP21, qui est de limiter à 1,5 degré le réchauffement, c'est très mal parti. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre cessent d'augmenter au plus tard en 2025, parce que la courbe continue à augmenter. Qu'on réduise de moitié d'ici 2030, et qu'on atteigne le net zéro en 2050. Net zéro, ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus, ça veut dire que tout est recyclé. Actuellement, en vue des émissions de gaz à effet de serre, on est sur une trajectoire à plus 3,2 degrés. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire, et les 2 maîtres mots sont atténuation, adaptation. Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est qu'il faut atténuer les effets du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre pour essayer de s'adapter au mieux. Et moins on réduit, plus l'adaptation sera difficile. Où on en est? Limiter le réchauffement planétaire, si on prend 2 degrés, à l'échelle de la planète, il faut que chaque
être humain est une consommation de 2 tonnes d'équivalent CO2. Si vous prenez l'empreinte carbone de la France, elle est de 12. Donc il faut diviser par 6 cette empreinte carbone. Donc vous comprenez bien que les efforts seront importants. C'est des fortes baisses des émissions dans tous les secteurs. C'est une augmentation des investissements dans les options bas carbone qu'on peut multiplier à peu près par 5. C'est au moins 50% d'électricité en énergie renouvelable et une large palette de technologies. Et puis, bien évidemment, j'y reviendrai, des changements dans nos comportements et nos habitudes. Quelques exemples d'atténuation. Alors, je ne vais pas rentrer, comme la soirée, sur la transition énergétique, donc le mix énergétique. Pas une seule énergie renouvelable et pas une seule énergie, mais un mix énergétique. Un travail à faire sur les mobilités, sur le bâtiment. La place de la nature en ville, un élément important, parce que la nature en ville, c'est à la fois un levier d'atténuation parce que vous stockez du CO2 et c'est aussi de l'adaptation parce que vous intégrez des îlots de fraîcheur et vous augmentez l'infiltration et réduisez les inondations. Donc on devra s'appuyer sur des technologies innovantes et accélérer leur développement, bien évidemment, mais ça ne fera pas tout. Il faudra faire preuve. On parle beaucoup de sobriété ces derniers temps. Il y a encore 5 ans, les scientifiques, le mot sobriété, il ne fallait pas le prononcer. Donc on parle de sobriété, bien évidemment, énergétique. Vous avez entendu parler également qu'on parle beaucoup de sobriété sur les ressources en eau. La sobriété, c'est sur toutes les ressources. Quelques exemples pour l'adaptation. L'adaptation par rapport aux zones à risque, il n'y a pas 30 000 solutions. Soit on peut accepter les dommages. Mais à un moment donné, je pense qu'il y aura des problèmes au niveau assurantiel. Il y en a déjà. On surdimensionne nos ouvrages. Je ne pense pas qu'on puisse surdimensionner nos ouvrages partout. Donc ça veut dire quoi face aux inondations? Si je prends cet exemple, c'est qu'il faut réfléchir sur notre territoire, avoir des zones tampons pour tamponner ces inondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une recomposition territoriale du territoire et des reculs stratégiques dans certains cas. Donc des efforts, vous avez compris, à consentir. Parmi ces efforts, ce qu'on fait ce soir, c'est de la communication, de sensibilisation. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi de la formation. Je suis universitaire, il faut former tous les acteurs du territoire pour prendre les bonnes décisions. Sans formation, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. On a besoin, ce qu'on fait aujourd'hui, il y a beaucoup de monde autour, 8 personnes pour le tour de table, ça se réfléchit ensemble. Il faut vraiment réfléchir ensemble les mesures d'atténuation et d'adaptation qu'on doit mettre en place. Et les scientifiques sont un acteur comme les autres. Je vous l'ai dit. Alors, il faudra aussi, ce qui est important, c'est de tenir compte des caractéristiques de notre territoire. Quand on veut mettre en place une mesure d'adaptation, ça va être logique ce que je vous dis, on ne va pas faire la même chose quand on est à Marseille que quand on est à Deauville ou même quand on est à Rouen. Donc ça se réfléchit en fonction des caractéristiques du territoire, et je t'en ai déjà parlé. C'est la réflexion d'un projet vraiment global de territoire où vous intégrez les innovations, la sobriété et les risques. Parce que le risque zéro, il faut se mettre ça dans la tête, ça n'existe pas. Et puis, bien évidemment, je finis toujours par prêcher pour ma paroisse, on a besoin d'un socle scientifique solide. Si vous n'avez pas de socle scientifique solide, vous ne savez pas quelles mesures, vers où vous pouvez aller. Je vous remercie. Merci. Merci, Benoît Léniel. Je rappelle qu'à tout moment, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais je rappelle qu'à tout moment, vous pouvez intervenir pendant cette soirée si à un moment vous avez une question pour Benoît ou pour d'autres. Donc avant qu'il se rassoie, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Et sinon, on passe à la première table ronde. C'est tout bon? Ok. Juste, on m'a soufflé à l'oreille que, évidemment, si ça vous a plu, et ça vous a forcément plu, cet extrait avec Camille Etienne, vous pouvez retrouver l'intégralité de la série sur la plateforme de TV5 Monde qui s'appelle TV5 Monde+. C'est ça, c'est déjà en ligne depuis le 5 avril, donc à vos écrans. Alors on commence tout de suite donc cette première table ronde qui devait être de 20h à 20h45. Donc transition énergétique en Normandie. On va accueillir tout de suite donc Pierre Vogt qu'on a déjà eu tout à l'heure, Simon Lubé, Clément Bresciani et Guillaume Coutet. Et on peut les applaudir. Chacun un micro. Ou alors vous passerez les micros. Pierre, vous êtes le premier à passer. Voilà, exactement. Ok. Tiens, il y en a encore un. Eh bien, merci d'être avec nous. Je rappelle donc qu'on a 45 minutes. Vous êtes 4, donc c'est facile. On fait 10 minutes par personne.
Je vous présente rapidement, je vous pose 1 ou 2 questions, on passe au prochain. Et à la fin, il nous reste 5 minutes pour débattre. Si vous avez des questions, les provoquer un peu, poser des questions, voilà, ou des choses qui ne sont pas très claires, on peut. Donc merci à vous d'être là. À l'occasion de cette table ronde, donc, certains de nos intervenants vont plutôt présenter la partie politique régionale en matière de transition énergétique et d'autres plutôt des initiatives dans le domaine de l'énergie en Normandie. Donc on commence par vous, Pierre. On vous a déjà entendu tout à l'heure. Donc, je resitue, vous êtes le maire de Tourville-sur-Sienne et vous êtes aussi conseiller régional délégué à la mer, mais aussi président du conseil maritime Façade Manche-Est, mer du Nord, c'est ça De sa commission permanente. Ok, donc ça c'est la Normandie et ça déborde aussi sur les Hauts-de-France, c'est bien ça, donc c'est pas que la Normandie. De toute façon, la mer, elle est à tout le monde. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure de la stratégie de la région Normandie pour la transition énergétique. Est-ce que vous voulez compléter votre propos ? Oui, je pourrais. Bon, je vais essayer de prendre quelques exemples maintenant. Des actions concrètes J'ai parlé tout à l'heure de la nécessité pour une collectivité d'anticiper beaucoup les changements qui vont arriver. Mais c'est aussi pour nous anticiper les technologies, les industries qui correspondent à ces changements. Et c'est tout un écosystème qu'il faut organiser pour que, ensuite, le développement, lorsque les technologies sont matures, des industriels qui réellement mettent en œuvre des produits qui assurent cette transition énergétique, mais aussi écologique, soit fluide. Donc, ces actions doivent être largement anticipées. Pour cette anticipation, il y a un élément important que je n'ai pas tout à fait évoqué tout à l'heure, qui est la planification. C'est très important pour nous parce que le délai de réalisation d'un ouvrage public, d'un ouvrage portuaire, davantage encore, c'est plusieurs années, voire plus de 10 ans. Donc il n'est pas question de dire on veut des éoliennes l'année prochaine et on va construire d'ici là une plateforme qui est capable d'accueillir des charges de 80 tonnes au mètre carré pour supporter les gigantesques masses qu'il faut assembler pour avoir une éolienne avant de l'embarquer. Et ça a été fait en Normandie, grâce aussi aux partenaires de la région que sont par exemple les villes, les agglomérations et aussi le département. Ça a été fait très en amont. Il a fallu pour ça imaginer, bien avant que ça soit très très répandu, cette problématique-là et organiser des programmes de travaux, des programmes d'investissement à très long terme qui maintenant donnent leurs fruits, puisque par exemple, vous pouvez lire dans la presse qu'hier, avant-hier, le président Morin a assisté avec nous au premier embarquement d'une éolienne assemblée destinée au parc de Fécamp. Et le parc de Fécamp lui-même a été mis en place il y a bien longtemps. Tout ça, c'est de la programmation. Alors, on parlera d'ailleurs de l'éolien voilà, tout à l'heure avec j'ai donné un exemple, c'est plutôt pour comprendre l'esprit de la même façon, la formation. Vous savez, c'est dans la presse partout qu'on a besoin. On manque de soudeurs en Normandie. On manque de soudeurs et pourtant, on a anticipé. On manque de soudeurs parce qu'on a encore davantage besoin qu'imaginer. Et on a besoin pour 2 types d'activités industrielles qui ont le vent en poupe. C'est bien sûr pour l'énergie nucléaire qui est en renouvellement, mais aussi pour toutes les énergies renouvelables qui ont besoin de soudeurs, qui ont besoin de techniciens qui soient capables en pratique de réaliser des machines qui sont entièrement nouvelles et qui demandent prototypage, mise en forme de pré-série et lancement de série. Tout ça, c'est du développement industriel. Tout ça, ça demande des formations. On parle des soudeurs, mais aussi d'ingénieurs. Et en ce moment, l'une de nos préoccupations dans cette anticipation, c'est de créer des filières de formation de cadres supérieurs, d'ingénieurs et même d'ingénieurs de haut niveau, de très haut niveau, pour pouvoir faire face aux demandes qu'on ne connaît pas forcément tout encore, mais qui seront capables de développer des technologies qui sont entièrement nouvelles et entièrement à découvrir. Alors j'entends anticipation et planification.
en même temps, on a un expert du GIEC normand qui nous dit que voilà, il faut agir maintenant vite. Est-ce que c'est pas, enfin, l'anticipation, c'était il y a longtemps qu'il fallait. Enfin, est-ce que maintenant, il ne faut pas plutôt être dans l'action que dans l'anticipation? Ah oui, mais cette action est lente. Cette action est lente. Mettre en place. Enfin, je ne sais pas. Je crois qu'il faut que on va bientôt avoir des grosses machines éoliennes en mer d'installer. C'est un exemple. Il y a d'autres sujets qui sont aussi impressionnants. Mais le délai de conception, le délai d'essai, le délai de construction de ces machines et le délai de maturité, de maturation, on pourrait dire, des technologies est important. Aujourd'hui, on est capable de mettre en place, de construire, d'installer des machines de 6 MW. Mais en réalité, les projets sur lesquels on travaille sont 12 voire 14 MW, avec des machines dont les pales dépassent les 100 mètres de long, 120, on arrive à 120 mètres, qui sont véritablement des défis technologiques. Et il y a 15 ans, 20 ans, on ne savait pas fabriquer ces machines. On ne le savait pas du tout. Mais on savait qu'il fallait, à un moment, le savoir. Il fallait donc déjà développer les technologies. Et on ne fabrique pas de telles machines en inventant directement la solution en la regardant pendant 6 mois. Je sais, mais je me permets de rebondir. On va en parler, je sais, avec Damien Levallois tout à l'heure, de l'éolien. Vous dites que vous avez lu hier qu'à Fécamp, les premières éoliennes... L'embarquement s'est fait à Cherbourg. À Cherbourg, en tout cas en Normandie, les premières éoliennes commencent à débarquer, qu'on n'avait pas les technologies avant. En 92, le premier parc éolien a ouvert au Danemark. 92, je le sais, c'est mon année de naissance, c'était il y a 31 ans. Pourquoi, depuis 30 ans, on n'a pas... Enfin, si eux, déjà, il y a 30 ans, ils ont pu faire ça, qu'est-ce qu'on attend ? Les éoliennes au Danemark sont des plus petites éoliennes, sont beaucoup plus petites que celles que nous devons installer. C'est mieux des petites que pas du tout, Oui, mais très, très franchement, les éoliennes terrestres, qui sont des éoliennes qui vont jusqu'à 3 MW, une grosse éolienne terrestre, 3 MW, c'est pas suffisant pour assurer, par exemple, des champs éoliens qui sont de l'ordre du demi-gigawatt. C'est l'unité maintenant de compte, pratiquement pour... Enfin, je travaille sur le domaine de Damien, mais qui est vraiment l'unité de compte à l'heure actuelle, qui est donc quelque chose qui est réellement est capable de compléter la production des grosses centrales thermiques, de les remplacer, de compléter à équivalent, pas tout à fait, mais à équivalent de production de centrales nucléaires. C'est un délai de croissance nécessaire. Non seulement il faut croître, mais il faut aussi essayer. C'est-à-dire que ces machines-là ont besoin de bancs d'essai, d'installations d'essai, de un écosystème, je l'ai dit, un écosystème industriel qui voit le jour maintenant, mais qui voit le jour parce que ça a été anticipé. On ne découvre pas les nécessités maintenant. Le travail du GIEC normand, il est indispensable. Mais il est indispensable parce qu'il y a d'autres défis. Le défi énergétique qu'on met en évidence et qu'on commence à résoudre, il n'est pas le seul. Et le GIEC normand nous aidera à en identifier d'autres. Et puis, il faut aussi quantifier les problèmes, que ce soit pour traiter le problème de l'eau, un considérable problème, qui lui aussi nécessitera des technologies nouvelles. On ne maîtrise pas à l'heure actuelle toutes les technologies de l'eau dont on aura besoin dans 10 ans. Ok. Bon, je vois que vous trépignez, donc on en parlera encore tout à l'heure, parce que là, votre temps est quasiment terminé. Il vous reste 1 minute. En quelques mots, je sais que vous vouliez parler d'un projet qui se passe au Havre sur la transition énergétique. En 2 mots, le projet de la Chatière. Un autre exemple, oui. Un autre exemple, peut-être un peu plus polémique, mais je vous donner celui de ce qu'on appelle la Chatière. Alors, sans doute, la plupart d'entre vous connaissent ce projet qui vous fait face. Ou pas, peut-être le réexpliquer en quelques mots, du coup. Alors, en 2 mots. Parmi les enjeux du changement, enfin de la transition énergétique et climatique, il y a la conversion des modes de transport. Au Havre, qui est un port important de transconteneurs, le premier port français pour le transport des conteneurs, jusqu'à présent, la principale rupture de charge se fait vers des transports par route. On a mis en place un programme pour y substituer le fer, avec une antenne qui s'appelle le cercle-giseur, qui va permettre de convertir une part de ce transport par la voie ferrée. Mais il est important, très important, essentiel même,
pour cette transition énergétique dans un domaine qui est limité, mais qui est celui du transport de marchandises, d'avoir une conversion en transport fluvial. Or, jusqu'à présent, c'est un détail qui est tout simplement pratique et technique, il n'était pas possible de faire remonter des péniches, des barges, jusqu'à l'intérieur de Port 2000, qui est le principal port de conteneurs du Havre. Il était donc nécessaire de construire une grande digue, qui protège les barges qui descendent la Seine de la houle du large. Et pour que les barges puissent ensuite pénétrer dans le port 2000, qui est l'un des ports du Havre, donc, il était nécessaire de compléter cette digue par un passage qu'on appelle la chatière, qui est celui où passeront les péniches. Voilà, et donc ce projet qui est important, il a fallu presque 10 ans. Presque 10 ans et même d'une certaine façon presque 20 ans parce qu'il a été dessiné dans les projets initiaux de Port 2000. Vous voyez, ça fait 20 ans que Port 2000 est réalisé et on arrive maintenant seulement au lancement du projet qui devrait se faire dans quelques mois. Donc voilà un autre exemple où l'anticipation était vraiment une condition nécessaire à la possibilité pratique de l'adaptation. Merci Pierre. Très bien, je sais 10 minutes c'est frustrant, je suis désolée. On va passer tout de suite donc à Simon Lubet. Vous êtes président de l'association NEOD 2030. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Normandie Entreprises Objectifs Développement Durable 2030. C'est une association pour les entreprises, les TPE et les PME. Vous dites être un accélérateur de performance environnementale pour répondre à l'urgence climatique. Votre asso, elle a pour mission de sensibiliser les entreprises, de les accompagner dans leur décarbonation, c'est ça, en les éclairant sur des dispositifs existants ou même à créer peut-être. C'est bien ça ? Vous avez tout dit. Ok. Et vous êtes une jeune asso, vous êtes depuis 2021, c'est ça ? Alors quel est le chemin parcouru ? Expliquez-nous votre asso en quelques mots. Alors peut-être la genèse, parce que vous avez tout dit, sauf la motivation de la création de l'association. En fait, cette association, elle s'est créée à l'initiative de syndicats patronaux, donc représentant toutes les tailles d'entreprises, MEDEF, CPME, UDP, avec une conviction qui est de dire que si on va avoir des champions de la performance environnementale sur un territoire, ça ne se fait pas en décrétant ça à l'intérieur d'une entreprise. Il faut embarquer tout le monde, il faut embarquer l'écosystème. Et donc, quand on sait que 95% statistiquement du nombre d'entreprises, c'est des moins de 10 salariés, il faut être capable d'accélérer la transformation, l'appropriation du sujet, de partager des solutions pour celles qui existent, et puis de construire des nouvelles solutions. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'ADN de cette association, c'est qu'on se met tous autour de la table. Il n'y a pas les sachants et les apprenants, on essaie de construire des solutions qui soient à la fois faciles d'appropriation, avec des exemples, ce qu'on appelle nous des pépites. Si vous visitez notre site, on a les pépites. Voilà, c'est des exemples d'initiatives, de choses qui peuvent facilement être reproduites. Et puis des ateliers de construction, de sensibilisation pour accompagner la transformation, et donc la transformation qui passe déjà par la conviction. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples de pépites justement à nous partager ? Oui, j'ai un exemple d'une entreprise qui travaille le bois dans la Manche. Je peux citer le nom, on fait de la pub, ça fait pas de mal. En plus, ils sont entreprise à mission, ça s'appelle l'Eau-des-Chères. Pour ceux qui connaissent dans la Manche, transforme le bois. Une entreprise de 50 salariés qui a décidé de devenir entreprise à mission. Entreprise à mission, 50 salariés, à l'époque où ils ont entamé la démarche, c'est pas intuitif, c'est plutôt d'habitude des grosses structures qui étaient parties sur ces projets-là. Et ils ont, je dirais, une spécificité, c'est qu'ils travaillent du bois à valeur ajoutée au niveau aménagement acoustique, isolation et esthétique. Et petite entreprise de 50 salariés, vraiment réfléchissant à l'impact sur toute la chaîne de production, de l'abattage de la filière bois jusqu'à la gestion des déchets de découpe pour savoir comment ils réutilisent ces déchets. Et c'est une pépite pour moi parce qu'il y a de la conviction et il y a de la méthode. Et à l'arrivée, ça donne des beaux succès puisqu'ils ont réussi à décrocher un marché de plusieurs millions à Londres sur la rénovation du siège d'une grande entreprise. Voilà. Pour moi, c'est des exemples réussis du fait de dire qu'avec de la conviction et de la méthode, n'importe quelle taille d'entreprise peut déplacer des montagnes. Très bien. Et donc du coup, rappelez-le, c'est des entreprises, ça va de combien à combien de salariés ? Ça va de 1 ou 2 salariés jusqu'à plusieurs centaines. Okay. Les membres fondateurs de l'association sont plutôt les grandes entreprises qui sont les locomotives, qui sont les donneurs d'ordre, parce qu'avec la notion de chaîne de valeur, ils ont besoin d'intégrer les performances de leurs fournisseurs
Donc c'est eux, je dirais, qui initient et cofinancent avec la région et l'ADEME le projet. Okay. Mais on embarque, je dirais, des gens de toute taille et de tout secteur. Et en 2 ans, vous en avez aidé combien des entreprises? Alors, en tant que membre de l'association, on est parti avec 32 membres fondateurs, qui étaient plutôt les grosses entreprises de la région. Aujourd'hui, on est à 45 et on espère passer à plus de 70 en 2023. Et en termes d'entreprises touchées par les animations, je salue Sabine, notre directrice, les animations que nous avons pu faire sur 2 ans, on a touché à peu près 1500 chefs d'entreprise. Ok, super. Est-ce qu'on les a tous convaincus? Je ne sais pas, mais on y travaille. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une question ou pas pour lui? On enchaîne sur la suite. Peut-être qu'il y aura des questions après. On enchaîne avec Guillaume Coutet. Alors, Guillaume Coutet, c'est un de mes coups de cœur de la soirée. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est le maire d'une ville qui s'appelle Maloney. Et vous êtes, depuis 11 ans, vous êtes maire. Et votre ville, elle a 6200 habitants. C'est un vrai laboratoire hyper intéressant d'expérimentation, un exemple en termes de transition énergétique. Votre réflexion, elle a commencé en 2006, donc il y a 17 ans. Maloney a un label Citergis, un label européen de l'ADEME. J'ai regardé votre site, tout est parfait à Maloney. Il faut dire que vous avez résisté facilement aux dernières crises énergétiques avec vos installations. Vous êtes moins vulnérable à la chaleur. Vos écoles sont des écolieux. Vous faites partie d'un réseau qui s'appelle la Fabrique des Transitions. Vous dites d'ailleurs que vous n'êtes pas pionnier, mais plutôt que vous êtes moins en retard que les autres territoires autour de vous. J'aime bien la formule. Avec le SMAC, donc le Service municipal d'accompagnement des initiatives citoyennes, vous aidez les citoyens à concrétiser leurs projets à hauteur de 20 000 €. Et il y a comme ça 350 initiatives dans la ville qui ont germé. Pour n'en citer qu'une que je trouve sympa, vous avez un coiffeur qui, en termes de tarifs, ne fait pas de différenciation. Il n'y a pas les tarifs hommes-femmes, il y a les tarifs cheveux courts, cheveux longs. Mon mec qui est là, il a les cheveux aussi longs que moi, et à chaque fois il paye moins cher, et ça me saoule. Je trouve ça très bien qu'il y ait ça. Et en plus, les cheveux sont récupérés par une association et ils font des éponges maritimes. Je ne sais pas si vous savez, mais les cheveux, en cas de marée noire avec le mazout, par capillarité, nettoient les mers et les océans de façon assez phénoménale. Donc voilà, ces cheveux sont envoyés dans une asso, donc c'est vraiment un cycle hyper vertueux. Voilà, je trouve ça, je vends bien, hein, Maloney. Voilà. En 2017, vous avez organisé une COP à l'échelle de la ville de Rouen avec les communes aux alentours. Suite à ça, vous êtes allé rencontrer individuellement les 69 maires, non pas pour vous la péter, mais pour donner plein de super conseils. Je trouve ça super. De France, de Normandie et même de Pologne, il y a des gens qui viennent à Maloney pour s'abreuver de vos méthodes et vous faites des formations avec vos équipes. Bon, voilà, je m'arrête là, mais ça pourrait continuer. Bravo, Guillaume, on peut l'applaudir, moi je trouve ça super. J'ai tout dit ou il y a des choses à rajouter? Pourquoi c'est toujours sympa de se faire applaudir sans avoir rien dit. Alors pourquoi cette ville de Maloney? Pourquoi d'un coup ce sursaut dans cette ville? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors c'est pas d'un coup, donc déjà merci pour le super portrait. On pensera à vous pour prochaine ambassadrice du territoire. C'est pas venu d'un coup d'un seul. En fait, cette ville, c'est pas le pays des bisounours, hein, attention. On vient pas de Pologne spécialement. C'est peut-être parce qu'on a de la bière aussi à Maloney. L'histoire, elle a commencé non pas sur quelque chose de positif, c'est que la ville était en difficulté financière et on était dans le réseau d'alerte de la préfecture. Et donc en fait, on est revenu tout simplement au bon sens, à se poser les bonnes questions. Où est-ce qu'on peut faire des économies? Les plus faciles, c'est sur les principales dépenses. Les principales dépenses, c'est quoi? C'est les fluides, le chauffage, l'électricité. Et en fait, on a commencé à se poser 2-3 questions comme ça. Il y a eu vraiment une accélération quand on a bossé avec l'ADEME de Normandie, dont on est un des laboratoires, effectivement. Et chemin faisant, on a vraiment construit politiquement le projet de territoire autour de cet enjeu. On parle de Maloney en transition avec un S. On ne parle pas simplement de transition écologique, énergétique ou autre, puisqu'il y a tout le volet d'implication citoyenne. C'est vraiment un des gros enjeux du territoire malonésien. Donc en fait, on a voulu d'abord mettre la ville en exemple sur ses métiers, sur ses compétences, pour ensuite essayer d'embarquer avec nous les autres acteurs du territoire, les artisans, les commerçants, les PME qui sont sur Maloney, les bailleurs publics par rapport à la dimension du logement, et ensuite embarquer dans l'aventure les habitants. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné. On sait très bien que, Benoît le disait tout à l'heure, sur tous ces enjeux d'adaptation notamment, il y a la question des changements de comportement. Et donc, il y a toutes ces incantations, on l'a vu cet hiver,
Il ne suffit pas de dire aux gens qu'il faut baisser le chauffage de 1 ou 2 degrés. Certains, ils aimeraient bien déjà le mettre, le chauffage. Il ne suffit pas de dire à certains qu'il faut porter des cols roulés. Il y a cette incantation, ce côté écologie punitive qui est pointé du doigt. Nous, on inverse les choses. On essaye d'avoir une action publique qui est positive et de montrer que tous les enjeux d'économie d'énergie, de sobriété, mais pas seulement autour des enjeux d'alimentation également, on n'est pas là pour donner des leçons. On est là pour donner envie, et montrer qu'on est sur une action qui peut être collective, dynamique et embarquer un territoire. Et on le voit bien, l'exemple qui est donné juste avant sur les enjeux de la région, du département, je suis conseiller départemental de Seine-Maritime, avant même de parler de l'État, la réussite de la transition ne passera que par les territoires, au plus près des habitants, parce qu'il est là en fait. J'ai noté la phrase de Zoé dans le film tout à l'heure, le pouvoir d'agir, c'est les citoyens. Les territoires au plus près des citoyens. Et en fait, c'est ce collectif-là qui va nous permettre de réussir et surtout d'accélérer, puisque tout le monde le dit, celles et ceux qui sont investis dans ces sujets le répètent depuis des années, l'urgence, elle est plus que là. Et donc oui, 30 ans pour sortir un parc éolien en Normandie, c'est beaucoup trop long. Donc, pendant que c'est trop long à l'échelle des institutions un peu importantes, essayons à l'échelle des territoires de pousser tout le monde pour montrer que l'urgence, nous, on en a vraiment conscience. Super. Est-ce que ça a été bien perçu, donc il y a 17 ans, et depuis, les habitants vous suivent, sont avec vous, force de proposition? Alors, ils ont l'air de me suivre, puisqu'apparemment j'ai été réélu la dernière fois. J'ai pas d'opposition municipale. Et là, on a une originalité, en fait, parce que cette dynamique qu'on a créée sur le territoire, vous l'avez dit, Malonnet, c'est une des 71 communes du territoire de la métropole de Rouen. 6200 habitants sur un territoire de plus de 500 000, on pèse que dalle. On est au bout du territoire de la métropole, donc Malonnet, personne ne savait où c'était. On a en fait donné une identité à cette ville. Et donc les habitants entendent parler de leur commune à l'extérieur, dans les médias, mais aussi leurs amis, la famille, en disant « Ah là, on a encore vu Malonnet à la télé, on a entendu parler de Malonnet ». Parce que oui, une de nos originalités, on a couvert tous les bâtiments municipaux avec des centrales solaires. Le premier bâtiment qu'on a couvert, c'est l'église, pour marquer les esprits. L'idée, c'est que l'action publique qu'on mène autour des transitions se voit sur l'espace public pour susciter du débat, intéresser et faire un peu de pédagogie et de l'acculturation sur ces enjeux. Aujourd'hui, tous nos bâtiments sont couverts. On est en autoconsommation. On est la première ville de France à avoir mis en place l'autoconsommation collective sur tout son territoire. Ce qui fait qu'effectivement, l'an dernier, puisqu'on a à peu près pas loin maintenant de 40% de notre consommation d'électricité, un peu comme les tomates, on produit local et on consomme local. Nous, on fait pareil avec l'énergie, ce qui nous a permis de plus facilement résister à cette augmentation de la facture énergétique qu'ont subi bon nombre de mes collègues qui ont dû prendre parfois des décisions et faire des choix un peu compliqués de fermeture d'équipement. Ça n'a pas été le cas chez nous. Je n'ai pas baissé l'eau de la piscine. On a 3 chaufferies bois. Ça fait longtemps qu'on a abandonné le gaz sur une grande partie de nos équipements. Donc en fait, cette anticipation a créé une dynamique sur le territoire, une identité au territoire qui permet aussi aux habitants d'avoir une fierté d'habiter une ville où il se passe des choses, où on est justement sur cet enjeu un peu à la pointe. Vous avez des surplus parfois d'énergie, vous redistribuez aux villages voisins qui sont là. Non, pas encore. On veut être Malonnet. Pas encore. C'est le projet sur lequel on est en train de travailler. On ne produit pas assez pour couvrir tous nos besoins. Et donc là, on va porter une initiative. Là aussi, on sera dans les premiers territoires à l'échelle nationale, sans doute un des premiers. Une communauté énergétique citoyenne à l'échelle du territoire, avec les 2 gros sites industriels qui sont sur Malonnet, le Grand Normandie et Nutri7. Ils ont un gros potentiel en termes de bâtiments. En termes de réserves foncières, on a identifié plus de 25 000 m² de centrales solaires. Nous, on a encore des besoins. Ils vont du coup pouvoir produire pour leur process industriel et que ce surplus à l'échelle du territoire soit géré par cette communauté pour que moi, ville, j'en devienne client, que je puisse du coup être à 100% d'une énergie consommée et produite localement et proposer aussi aux habitants de s'embarquer dans l'aventure. Et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. L'enjeu pour nous, c'est l'implication citoyenne. Donc là, on a fait une démarche auprès des habitants en leur disant qui serait intéressé. On a déjà près d'une trentaine de foyers qui veulent s'embarquer dans l'aventure dès le début de la réflexion parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va être long. On est là sur des aspects réglementaires, on va encore défricher, mais du coup, voilà, c'est la prochaine étape sur ces innovations et sur ce côté laboratoire.
Bon, on pourrait faire une soirée entière sur Malonnet, moi je serai là en tout cas, mais on va s'arrêter et en tout cas on a le maire de Tourville et l'adjoint au maire de Deauville, donc d'ailleurs Malonnet, Deauville c'est à peu près le même nombre d'habitants, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire après, vous allez boire un verre avec lui, il a plein de choses à vous apprendre. Alors ensuite on passe au 4e et au dernier de cette première table ronde, mais pas des moindres, Clément Bresciani. Vous faites partie donc d'une association, autre coup de cœur que j'aime beaucoup, les Vagabonds de l'énergie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une asso pédagogique autour des voyages et de l'énergie qui est porteuse d'actions d'éducation et de sensibilisation aux enjeux énergie et climat. Vous avez d'ailleurs fait une démonstration tout à l'heure à travers des activités ludiques pour tout public. Vous défendez l'intelligence collective et vous formez sur la sobriété, la transition et l'efficacité énergétique, sur le déploiement des énergies renouvelables délocalisées. Vous faites aussi des voyages d'enquête et d'études, c'est bien ça. On va commencer sur les voyages. C'est quoi ta réflexion, je vais te tutoyer, ta réflexion sur la place du voyage avec l'énergie, les endroits où vous allez, que vous traversez, tout ça. Ok. Déjà, bonsoir et merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être ici avec vous ce soir. Effectivement, les Vagabonds de l'énergie sont nés avec des projets de voyage qui d'ailleurs existent toujours aujourd'hui. Et les voyages, ils permettent d'apporter plusieurs choses. Déjà, ils permettent, quand on s'intéresse aux sujets liés à l'énergie, ils permettent d'aller questionner cette transition énergétique ailleurs qu'en France. On a une tendance à être très centré sur nos problématiques et c'est intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, de constater que les problématiques sont les mêmes ou alors qu'elles sont différentes, et puis d'aller étudier différentes façons de faire. On a nos propres pratiques culturelles en France, il y a aussi plein d'autres façons d'agir ailleurs dans le monde, et donc c'est très très chouette d'aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Ce que ça apporte aussi de voyager, de manière générale, c'est d'avoir une vision globale d'une thématique, et donc quand on parle de l'énergie, c'est aussi prendre conscience qu'on est un peu embriqué dans ce système mondial de l'énergie. Je pense par exemple aux processus industriels qui sont très dépendants de matériaux qui viennent d'ailleurs, etc. De se rendre compte qu'en fait, cette interdépendance, elle doit se traiter. On parle beaucoup de réindustrialiser la France. On s'aperçoit depuis que ces termes-là sont sortis dans les médias, notamment que ça a du mal à se faire en vrai. Hein. C'est très très compliqué de décortiquer comme ça une chaîne d'approvisionnement et puis de la relocaliser, etc. Donc quand on voyage, on s'aperçoit un petit peu, on commence un petit peu à toucher ce truc-là du doigt, et donc c'est très intéressant de le faire pour ça. Et puis ce que ça apporte le voyage aussi, c'est aussi une remise en question de nous en tant qu'individus dans cette grande planète où on est très nombreux, en tant qu'occidental aussi, c'est-à-dire la place qu'on a, nous, en tant que personnes habitant dans un pays qui a plutôt des moyens. Quand on voyage, ça nous questionne beaucoup sur notre place, sur nos privilèges, etc. Voilà. Et ça nous remet également à notre place en tant qu'individus. Et finalement, quand on s'intéresse à des problématiques qui sont aussi globales que les problématiques énergétiques et climatiques, se rendre compte qu'en fait, on ne va pas changer le monde à soi tout seul. Donc ce qu'on est capable de faire, c'est d'agir à échelle locale. Et finalement, c'est presque contradictoire, mais de se dire que de voyager, de découvrir le monde et d'aller s'imprégner de ce qui se passe partout ailleurs, ça peut aider aussi à se recentrer et en fait à se refocaliser sur des choses très concrètes qu'on est capable de faire autour de chez nous, avec les gens qui sont autour de nous. Donc c'est ce qu'on fait avec les Vagabonds à travers les activités qu'on développe. Je pourrais en parler juste après. Mais donc les voyages, effectivement, il y en a 7 différents qui ont été portés en tout dans l'association. Ça continue toujours. Et c'est des voyages qui sont plutôt de l'ordre de l'enquête et de l'observation. On a aussi toute cette réflexion-là de l'occidental qui a une petite fâcheuse tendance à aller vouloir expliquer au reste du monde ce qu'il faut faire. Nous, on a tendance à vouloir faire l'inverse, à essayer de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et surtout pas de se placer en tant que donneur de leçons, mais plutôt en tant que preneur de leçons. Et donc le but après, c'est de pouvoir rediffuser ces enseignements au public. Et donc chaque porteur ou porteuse de projet de voyage qui rejoint l'asso le fait à sa façon. Donc ça peut être des vidéos, des articles, des podcasts, tout un tas d'outils et notamment des témoignages dans les écoles. Ça fait partie aussi des choses qu'on a pu mettre en place. Et c'est finalement ça qui nous a amené petit à petit à agir sur le champ pédagogique. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont sur Internet, n'hésitez pas à aller voir. Il y a des projets de voyage qui ont été faits en Amérique latine, en Europe, en Afrique, des projets qui sont aussi très proches d'ici. Et puis, si vous aussi, vous avez un projet de voyage qui a du sens, qui est un peu lié à cette thématique, on se donne un petit peu ce rôle-là de vous accueillir dans l'association. Pourquoi pas de partager des outils de communication, partager nos caméras parce qu'on en a quelques-unes. Voilà, le but, c'est aussi de mutualiser les outils qu'on a, de proposer un peu de visibilité aussi.
etc. Donc voilà, nous, ça nous nourrit beaucoup et un de nos objectifs, c'est de pouvoir transmettre cette nourriture intellectuelle aussi. Super. La transmission, justement, donc j'allais en parler. Ton axe principal, tu l'as dit, c'est la pédagogie, oui. Notamment au travers des low-tech. Alors je crois que tu es venu ouais, ça fait partie des outils qu'on utilise. Alors avec les Vagabonds de l'énergie, on est assez imprégné de pratiques d'éducation qui sont issues d'un grand mouvement qui s'appelle l'éducation populaire. Et dans l'éducation populaire, on fait un truc qui est parfois un petit peu, enfin même complètement en opposition avec ce qu'on peut faire comme façon d'apprendre, notamment en école d'ingé par exemple. Moi je suis passé par là, peut-être que d'autres ici aussi, ou même dans d'autres disciplines. On a une petite tendance à aller de la théorie à la pratique, c'est-à-dire de faire cours magistral, travaux dirigés et TP. Et en fait, alors moi en tout cas c'est mon cas, il n'y a qu'en arrivant au TP que j'avais compris un peu à quoi servaient les deux trucs d'avant, quoi. Et donc l'éduc pop prend un peu le contre-pied de ce truc-là en disant, bah en fait on est capable aussi de s'imprégner de tout un tas d'enseignements en partant de l'expérience, du vécu, et petit à petit en le décortiquant, à remonter à un savoir qu'on peut se partager. Donc c'est ça que je vous propose de faire en version ultra express là tout de suite. Je suis venu avec une petite boîte en bois. Je vous montre juste après ce que c'est. Mais avant, je vais vous faire distribuer. Vas-y, je m'en occupe. Tu peux t'en occuper. Il y a 3 petits pots avec des petits morceaux de pommes. De Normandie, évidemment. Hein, c'est du local. Il y en a un 3e si tu veux. Mais après, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Il devrait y en avoir assez pour tout le monde. C'est des petits morceaux de pommes qu'on vous invite à goûter si vous en avez l'envie et la curiosité, qui ont été déshydratés dans une petite boîte en bois comme ça qui s'appelle un séchoir solaire. Alors, attends. Ah, je pensais que c'était un four solaire, donc c'est un séchoir solaire, ok. Mais four solaire, c'est l'animation que tu as fait tout à l'heure, c'est ça? Alors là, on a un peu de micro-village low-tech avec plusieurs outils. On a un séchoir solaire, on a un four solaire, une marmite norvégienne et un rocket stove. Donc les pommes que vous goûtez actuellement ont été déshydratées dans cette machine qui fonctionne avec plusieurs matériaux, du bois principalement, des matériaux aussi comme de l'aluminium par exemple, qui permettent de réfléchir les rayons du soleil, d'aller chauffer cette surface ici noire. Le noir capte la chaleur. Et donc avec un circuit, un système de circulation d'air, l'air chaud va passer au travers des petite clayette qu'on a à l'arrière. Donc je vais le tourner. Donc c'est ici qu'on met les fruits et les légumes coupés en tranches qu'on a envie de déshydrater. Et donc on utilise l'énergie du soleil uniquement pour déshydrater des fruits et des légumes qui après peuvent servir à tout un tas de choses qu'on peut soit manger comme ça, qu'on peut réhydrater, qu'on peut transformer pour faire... L'idée c'est surtout qu'ils se conservent et donc on puisse notamment conserver des productions d'été toute la saison. Ça pourrait peut-être éviter d'être tenté par exemple d'acheter des fraises à Noël, puisqu'on en a qui sont déshydratées dans un petit pot qu'on a gardé bien au sec. Tu peux sécher que des aliments ou aussi des serviettes et du tissu? On peut aussi sécher tout ce qu'on veut dedans. Alors peut-être que pour sécher une garde-robe, il peut peut-être falloir un séchoir un peu plus important. Mais on sèche tout ce qu'on veut. Tu peux mettre tes cheveux dedans si tu veux. Mais ça monte entre 40 et 50 degrés parce qu'au-delà ça cuit et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que ça cuise, on veut pouvoir conserver les aliments. Et donc en fait ce qu'on observe avec ce genre d'appareil, c'est qu'il est construit avec assez peu de matériaux différents. Principalement des matériaux assez faciles d'accès comme le bois. Il y a plein de versions de séchoirs solaires qui existent, ça c'en est un, mais il y a plein de façons de se l'approprier. Donc ça c'est une deuxième caractéristique, c'est que il existe des plans en open source qui sont partagés, il y en a plein de différents et on peut tout à fait fabriquer le sien qui sera unique au monde parce qu'on aura trouvé une petite idée qui ne sera pas la même que les autres. Il faut combien de temps et combien d'argent pour construire? Alors nous quand on participe à des stages, les stages durent 2 jours. Voilà, et je crois que c'est une 50aine d'euros, mais c'est parce qu'ils sont animés par des bénévoles, donc ça c'est encore en cours de développement, on va dire. Mais voilà, et les low-tech en fait c'est ça, c'est des technologies, ou même ça peut s'appliquer à des principes beaucoup plus larges que la technologie, qui sont plutôt faciles à réaliser, avec peu de matériaux, avec peu de haute technologie, donc low-tech s'oppose assez régulièrement à high-tech, qui sont facilement appropriables, facilement réparables. S'il y a un truc qui casse, on peut très facilement remplacer ces matériaux et qu'on peut diffuser un peu partout et s'approprier. Et donc en fait la définition des low-tech c'est ça. Et nous avec les Vagabonds de l'énergie, on essaye de parler un petit peu de cet univers de la technologie douce, des basses technologies, des low-tech, pour essayer de
d'emmener les participants à nos ateliers dans un univers qui se projette un peu dans le futur et qui irait explorer comment on fait demain pour consommer moins d'énergie et pour avoir besoin de construire moins d'éoliennes en mer, par exemple. Et donc on raccroche tout ça à cette thématique qui a été beaucoup développée depuis le début du festival, qui est la thématique des récits, des imaginaires et des futurs désirables. Comment on fait pour que ce futur, on en ait envie ? Et donc il y a une citation de Cyril Dion, je ne sais plus exactement comment il dit, mais qui dit grosso modo, si on veut imaginer une société, enfin si on veut construire une société durable, il faut déjà qu'on soit capable de l'imaginer. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui nous est mis à disposition dans le champ culturel, les films, les BD, les histoires en général qui explorent le futur, on n'est que dans la dystopie. On n'est que dans un futur sombre, technologique, compliqué, dur, cher, etc. Et donc si on n'a que ça comme vision du futur, il y a peu de chances qu'on aille vers autre chose. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de faire avec les vagabonds de l'énergie, alors avec les low-tech, mais avec tout un tas d'autres outils. Je ne vais pas forcément prendre le temps de tous les détailler, mais c'est d'essayer d'expérimenter, pardon, je suis parti dans mes trucs là, et de faire vivre aux participants ce que peut être le futur. Donc on fait ça notamment au travers d'un événement aussi, un festival début octobre à Rouen, auquel on vous invite tous et toutes. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Bravo. On a pu beaucoup, c'est bon signe. Ouais. Alors du coup, on a donc la région Normandie, Néode 2030, la ville de Malonnet et les vagabonds de l'énergie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 4 interventions qu'on a eues ? Oui. Bonsoir, Sabine Guichet-Bailly, Néode. Vous avez parlé d'un projet en cours avec des entreprises et votre ville pour couvrir ce qui vous manque en termes d'énergie. Eh bien, moi, j'ai vu ça. Ça commence à se développer dans pas mal d'endroits en Normandie. La ville d'Argentan, par exemple, enfin Argentan Intercom même, fait ça, a priori, avec la ville, les hôpitaux, des particuliers, des entreprises, avec une centrale solaire et sur des territoires qui vont de 2 à 20 km². Et c'est vrai que c'est collaboratif et c'est intéressant. Et j'ai l'impression que petit à petit, ce sont des idées qui font leur chemin quand même. Oui, on travaille beaucoup avec Argentan, puisque avec l'ADEME, on est 10 territoires normands. L'ADEME Normandie a lancé une initiative pour porter la réflexion sur la résilience à l'échelle de la Normandie. Il y a 10 intercos et Malonnet, et Argentan est dedans. La différence, c'est que Argentan, c'est une communauté de communes, et la ville, ils ont la compétence, ils ont beaucoup travaillé notamment sur les questions des transports. Là, on est sur le modèle simple en fait de l'autoconsommation collective étendue. Là, nous, ce qu'on porte, c'est pas encore transposé dans le droit national intégralement. C'est une directive européenne qui vient simplement d'être transposée. On attend les décrets pour pouvoir justement construire ce modèle, puisqu'il y a tout l'enjeu juridique. On va se retrouver producteurs et vendeurs d'électricité, usagers du réseau également. Donc en fait, on est à l'étape au-dessus. Ce que vous évoquez, c'est ce qu'on fait déjà depuis 5 ans, 6 ans sur Malonnet. C'est l'autoconsommation collective étendue. Là, on est sur le modèle au-dessus pour travailler davantage la résilience du territoire et ne pas dépendre encore du reste. Donc c'est le défi supplémentaire. Merci à vous 4. On peut les applaudir encore une fois. Vous pouvez laisser votre place aux 4 prochains qui vont me rejoindre pour la deuxième partie sur les énergies renouvelables. Donc Damien Levallois, Hugo Denis, Mathilde Bellache et Amandine Allard. Merci de me rejoindre, s'il vous plaît. On a un micro. Alors on va parler de la production énergétique renouvelable cette fois. Donc pour cette deuxième table ronde, des experts spécialisés. Donc vous allez présenter différents types de production et d'énergie en Normandie. On va parler donc de 3 énergies. L'éolien, on en a déjà parlé, l'hydrogène et la biomasse, donc la méthanisation. On va tout de suite commencer donc avec l'éolien. Damien Levallois, vous êtes directeur de projet Parc éolien en mer de Dréal Normandie. C'est une initiative phare, qu'elle le dire, initiative phare en Normandie. La Normandie est fière d'être une des régions pionnières en énergie éolienne par rapport aux autres régions. Donc la transition, elle est visible de tous, sur terre comme en mer. Vous, donc c'est la partie mer. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet en quelques mots avec peut-être des chiffres clés ? Bonjour
à toutes et à tous. Donc voilà, donc moi je suis un fonctionnaire de l'État et aujourd'hui donc c'est l'État qui est maître d'ouvrage, donc qui développe les projets éoliens, puisque on a entendu qu'aujourd'hui les projets avaient du mal à sortir, donc il y a des évolutions réglementaires qui sont faites pour qu'on essaye d'aller plus vite. Et parmi cette évolution, c'est de faire rentrer l'industriel le plus tard possible dans le projet. Et donc c'est l'État qui porte l'ensemble du projet au début. Donc on définit le projet, on met les études en mer, qu'elles soient environnementales et techniques, et après seulement on attribue ce projet à un industriel pour construire le parc éolien. Donc aujourd'hui, on a un grand projet qui s'appelle Centre-Manche, qui a débuté en 2019. Le premier a été attribué en tout début mars, et le second sera attribué l'année prochaine. Alors ce projet Centre-Manche, voilà, vous avez notre logo. On peut passer à l'étape suivante. Il est à peu près à 47 km des côtes, à l'exception de la pointe de Gatteville où il est à 30 km, mais il est à peu près à 45 km de toute côte. Donc le projet Centre-Manche 1 en bleu, le projet Centre-Manche 2 en vert. Alors 2,5 gigawatts, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais ça représente en fait la production annuelle du futur EPR de Flamanville. Les autres projets que vous voyez, le parc du Calvados, parc de Fécamp et puis Dieppe-le-Tréport, ils font 0,5 gigawatts. Donc on voit les dimensions qui évoluent au fur et à mesure des années. Les premiers projets sont de 2011-2013 et Centre-Manche, je l'ai dit, à partir de 2019. Oui, c'est long à sortir un parc éolien en mer. Faire des études environnementales ou techniques en mer, c'est minimum 2-3 ans. Faire une demande d'autorisation, c'est 1 an et demi entre la production de l'étude d'impact, puisque ça reste des objets de l'homme, donc ça reste des objets qui ont un impact sur l'environnement. Donc on évite maximum les impacts, on les réduit quand on ne peut pas les éviter, et au final on compense, mais en mer on ne sait pas compenser en tant que tel. On sait faire des choses à terre pour compenser, mais pas en mer. Donc une petite dizaine d'années pour les mettre en œuvre. Fécamp, comme on l'a dit tout à l'heure, les éoliennes sont en cours d'installation ces jours-ci, et donc le parc devrait être en fonctionnement total en tout début d'année, en janvier 2024. Le parc de Calvados rentrera derrière en construction, et puis Dieppe-le-Tréport, et enfin Centre-Manche, début du projet 2019. On espère qu'il sortira de l'eau en 2030. C'est des outils très longs à mettre en œuvre. On parlait tout à l'heure de la taille des éoliennes. Pour vous donner un ordre d'idée de l'évolution, parc du Calvados, on était parti sur du 6 MW l'éolienne, alors qu'à terre, on est sur du 3 quand on a des grandes, ce que vous disiez tout à l'heure, M. Vogt. Donc on voit la dimension est complètement est autre. Aujourd'hui, lorsqu'on est rentré en débat public sur ces premiers parcs Centre-Manche, on était avec des outils dans les cartons des industriels à 14 MW, 15. Et aujourd'hui, le lauréat de l'appel d'offres Centre-Manche a déposé une offre avec des machines qui seraient de 23 MW. 23 MW, c'est une machine qui, en bout de pale, fait 330 mètres. C'est-à-dire qu'on a une nacelle de plus de 500 tonnes sur un pieu à 180 mètres avec des pales de 120-130 mètres. Alors ça permet d'avoir beaucoup moins de machines. Ça permet finalement d'avoir qu'une en base. Là où on pouvait, sur base des 6 MW par exemple, avoir un nombre de machines plus important. Sur Centre-Manche, pour le double de puissance, on a 44 machines au maximum. Là où vous voyez qu'il y avait entre 71 et 65 machines à peu près sur les premiers parcs. Donc c'est des machines qui sont beaucoup plus espacées, puisque le vent c'est un fluide, donc il faut gérer les turbulences. Donc plus la machine est grande, plus elles sont espacées. Ça reste malgré tout une nouvelle activité en mer, et qui peut perturber les activités dites historiques. On peut penser au trafic maritime, mais aussi à la pêche. Aujourd'hui, la France a une volonté de développer ses projets de parcs éoliens en cohabitation d'usage. Ça veut dire qu'on investit, on demande aux industriels d'investir. Alors c'est nous tous qui investissons, un peu quand l'État passe un appel d'offres, en fait 70% du choix du candidat, c'est sur le prix à laquelle on va racheter l'énergie.
Donc plus le parc est cher à développer, plus notre prix de l'énergie sera cher. Donc aujourd'hui, on impose aux industriels, par exemple, d'aligner les câbles, de façon à pouvoir créer des couloirs entre les éoliennes et ne pas avoir une toile d'araignée sur le fond de la mer, de façon à ce que les bateaux puissent continuer à chaluter ou à pêcher. Un parc éolien comme le Calvados, qui est en plein milieu du gisement de Coquille Saint-Jacques, sera un parc pêchant. On fait évoluer aujourd'hui l'ensemble du trafic maritime. On mène des travaux pour pouvoir gérer ce trafic maritime qui arrive vers nos ports, donc à Europa, Le Havre, Rouen, Paris. Et donc ça, on le fait en lien avec l'Organisation maritime internationale. Voilà, c'est des gros projets. Et comment est-ce que finalement... alors des gros projets qui malgré tout sont très intéressants. Aujourd'hui, les parcs éoliens en mer, c'est la production d'énergie la moins chère. Et ça s'est encore confirmé avec l'attribution du Centre Manche 1, puisque le prix de l'énergie proposé, alors je vais vous donner un chiffre, mais 44,5 euros, 44 euros. Alors comment vous donnez ce 44 euros le mégawattheure? Le cours du marché avant octobre 2021, pardon, c'était à peu près 50 euros le mégawattheure sur les marchés. On a eu des pointes à 600 voire 1000 euros les 2 dernières années. Pour donner un autre prix, notre nucléaire historique est autour de 56-57 euros le mégawattheure. Donc on voit bien que ces éoliennes à venir sont très intéressantes de ce point de vue. J'y pense, là j'ai une question qui me vient. Je ne sais pas si vous avez vu un film de Cyril Dion qui s'appelle Demain, où à un moment il parle de la Suède, où il se rend d'ailleurs en Suède pour discuter avec des habitants, des Suédois, qui en fait sont copropriétaires des éoliennes et tous les mois perçoivent une rente en fait de leur éolienne. Donc ils ont leur éolienne au loin, parmi tout ce parc maritime. Du coup, c'est pas juste un financement de l'État, c'est un cofinancement avec les gens et l'État. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place éventuellement en Normandie ? Alors oui, il y a des participations qui sont faites sur les parcs. Alors ce genre de financement s'adapte très bien aux éoliennes terrestres, 2-3 éoliennes terrestres, une dizaine. Sur ce genre d'outils, ça s'intéresse beaucoup moins. Il faut voir que le parc Centre-Manche, on est sur un investissement global d'à peu près 10 milliards d'euros. Donc venir faire du participatif à ces hauteurs, ça commence à être compliqué. Par exemple, pour le fait même de choisir le lauréat, c'est qu'il faut qu'il y ait une robustesse financière qui soit validée. Donc c'est la Commission de régulation de l'énergie qui valide la robustesse financière, c'est-à-dire qu'il faut que tout le système bancaire derrière et assurantiel fonctionne, puisqu'on est sur des outils importants. Et on impose à nos industriels finalement une gestion du risque, je dirais, de production, d'exploitation, mais aussi du démantèlement à la fin. C'est-à-dire qu'on leur demande des garanties financières de façon à ce que l'État puisse assurer le démantèlement des machines à l'issue. Et ça aussi, c'est un élément dans la robustesse financière qui est compliqué. Donc ces grands parcs éoliens sont moins adaptés. Malgré tout, sur Fécamp et sur le Calvados, parc du Calvados, il y a une participation financière, il y a un fonds qui est monté, qui est ouvert aux particuliers. D'accord. Okay, ça permet à l'État du coup de. Alors c'est l'industriel. De payer moins dans ce projet. L'industriel. Non, c'est l'industriel puisque c'est prévu dans son coût. Lorsqu'on a choisi l'industriel sur sa note qui prenait en compte la vente de l'énergie, c'est dans ce coût global de son projet qu'il intègre finalement ces éléments. Très bien. On a passé les 10 minutes, je vous remercie. On va passer au biogaz et à la méthanisation qui s'inscrit donc dans une économie circulaire. Je rappelle donc que c'est un procédé de production de biogaz à partir de matières organiques. Il s'effectue sous l'action de bactéries et en l'absence d'oxygène. C'est bien ça, Hugo Denis ? C'est bien ça. C'est le côté un peu scientifique où on a besoin de voir comment les petites bestioles travaillent là-dedans pour arriver à quelque chose qui tient la route. Ouais, c'est ça, bravo, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, donc vous êtes responsable du management de l'innovation à la Chambre d'agriculture Normandie. Donc on va parler biomasse et énergie et méta, comme vous dites, pas méta Google, mais méta de méthanisation. Avec la Chambre d'agriculture, vous avez développé depuis plusieurs années un savoir-faire reconnu et vous accompagnez des agriculteurs
dans la production justement d'énergie renouvelable et de biogaz. Est-ce que vous pouvez nous en parler de vos initiatives et de ce que vous faites ? Oui, alors il y a juste un petit point sur la chambre d'agriculture. En fait, donc j'écoutais sur les vagabonds tout à l'heure. En fait, on a les petites habitudes aussi d'aller faire un petit tour partout en Europe pour récupérer des méthodes, des idées, pour essayer de mettre ça à profit pour nos agriculteurs, et ça leur permet d'aller plus vite, de gagner du temps, pour essayer d'aller avec une belle dynamique vers le développement durable. Et la méthanisation, ils en profitent aussi parce qu'en fait, on discute avec pas mal d'agriculteurs, pas mal de groupes aussi. Quand on en a parlé, quand j'ai essayé de récupérer tous les chiffres, en fait, il y a quelques semaines, on avait organisé sur le territoire de Beuzeville, donc on n'est pas loin d'ici, on avait organisé avec plusieurs communautés de communes un boulot sur une rencontre avec le grand public autour de la méthanisation. Donc c'était hyper intéressant. Alors j'avais tous mes chiffres, j'étais content parce que j'avais tout à peu près stable. Et puis j'ai repris tous mes chiffres. En fait, tout a évolué extrêmement vite. Donc ça me fait assez plaisir en fait de voir qu'en préparant là cette table ronde, on voyait une multitude de choses, de chiffres en fait qui vont vite, qui montrent qu'en fait il y a une ambition forte et que la région Normandie aussi est présente dans cette ambition-là et que la Chambre par exemple accompagne cette ambition-là. J'ai lu en effet que la méthanisation, les chiffres explosaient de façon exponentielle dans la région. Ouais, c'est ça. Alors j'ai pris plein de chiffres parce qu'en fait j'allais pas m'en souvenir du tout. Okay. Je suis désolé. Et donc, alors moi j'étais pas en mégawatts, j'étais en gigawatts. Je suis désolé, gigawattheure. Et donc on a une ambition. Alors là, on a 77 000 foyers, l'équivalent de 77 000 foyers sur la partie cogénération. Une turbine qui donne du gaz. En fait, avec le gaz, on a l'électricité. En gros, c'est ça. Et puis on a un autre système qui est l'injection. L'injection, elle produit du gaz qu'on réinjecte dans le réseau GRDF. En gros, c'est ça. Vous pouvez le stocker, comme l'hydrogène, on en parlera après. Vous pouvez le stocker pendant longtemps ou il faut l'utiliser tout de suite ? Alors, en fait, là, ça part dans les tuyaux. Ça part dans les tuyaux. Donc dans le réseau de gaz naturel. Ouais, dans le réseau de gaz naturel. Donc, c'est utilisé comme ça. Après, c'est généralement utilisé. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose qu'on peut avoir, c'est on utilise en fait le gaz pour produire de l'électricité. Donc ça va servir à l'exploitant agricole qui a ça sur son exploitation. Et puis on va avoir peut-être du gaz en plus. C'est le gaz qu'on va en plus. Et ben ça peut nous permettre aussi de remplir des bus en ville. Donc des gens qui vont utiliser des bus, des services, et qui vont utiliser aussi de la production agricole, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Question peut-être bête, mais ces bus ont une odeur particulière ou pas ? Alors en fait, moi c'est un jeu que je fais avec les agriculteurs parce que le jeu de la méthanisation, c'est d'aller titiller les agriculteurs en leur disant mais ça pue ton truc. C'est une idée reçue. C'est comme le compost en fait. C'est une idée reçue. Donc moi je me suis lancé dans une enquête assez forte sur mais à quel endroit ça pue. C'était ça l'idée. Et en fait, à la collecte. Et en fait je me suis aperçu que le gaz ne pue pas, il n'y a rien du tout. Et que alors là, je vais nuancer un petit peu. On a eu des expériences de méthanisation, notamment assez proches, du côté de l'Eure, ou avec des gros industriels qui faisaient des grosses méthanisations. Et quand ils rebalançaient ça, le digestat, ce qui reste après qu'on a récupéré les gaz, le digestat, quand on le rebalançait, c'était pas terrible. C'était pas terrible. Mais on va dire que quand on en parle aux agriculteurs, ils vous répondent mais c'est parce qu'ils savent pas bosser, les gars. C'est tout. Et eux, ils nous disent alors moi, ce que je fais, ils me disent c'est simple, c'est mon gaz, ça sent rien du tout, donc il n'y a pas de trace. Il y a une torchère parfois quand il y a du surplus, mais ça sent rien. Deux, en fait, quand je mets mon digestat, c'est quelque chose. En fait, ce qui sort du digestat, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de réduire énormément les intrants en fait qu'on va mettre dans les champs. Ça tourne bien, mais c'est quand même assez volatile. Donc, ils nous disent, on a essayé une multitude de nouvelles techniques qui nous permettent d'enfouir et surtout pas de balancer à la volée en fait sur les champs, et parce que ça purait. Donc du coup, on fait tout pour que ça sente pas, ça sent pas. Alors je dis ouais, mais il y a peut-être quand même un endroit où ça pue. Il me dit oui, en fait, on a des apports lisiers, des choses comme ça. Et bien quand on le manipule, quand ça va de l'endroit où est le lisier jusqu'à là, ça peut poser problème. Alors j'aurais posé des questions aussi sur les autres nuisances, parce qu'il y a l'odeur, mais il y a aussi le bruit et l'odeur. Et donc, il y a après, aussi on peut dire que c'est une mauvaise odeur, mais pour une bonne cause, quoi. Voilà, c'est une mauvaise odeur pour une bonne cause. Oui, d'accord, mais ils font tout pour le contrôler, ça c'est plutôt bien. Les transports aussi. Parce qu'en fait, si c'est un camion par jour sur les petites unités, ça peut être jusqu'à 10 sur des grosses unités. Et donc là, on se dit, bah ouais, mais il y a le bruit, il y a l'odeur de ces camions qui passent, comment on peut faire ? Et donc, il y a plein de tentatives de rationalisation pour éviter les nuisances. Après, moi, ce que je fais aussi, c'est, mais comment vous faites du bruit ? C'est ça la question, c'est comment vous faites du bruit auprès des gens. Parce que finalement, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un tour du café. Le tour du café, c'est assez simple. Quand un agriculteur veut se lancer dans de la méthanisation, il va essayer d'aller rencontrer pour un café l'ensemble des voisins, tout le monde autour. Et ils savent qu'en fait, c'est précieux, parce que tout le monde a peur. C'est la peur du changement. En fait, on se dit, voilà, on va arriver avec une belle unité de méthanisation, on va respecter toutes les règles, on va se mettre à 200 mètres, à un endroit où ça ne va pas gêner, où visuellement, il n'y aura pas de problème. Sachant qu'en fait, j'ai regardé, mais des unités de méthanisation, c'est pas moche. En fait, ça fait un truc tout rond, c'est rigolo. C'est bon, mais voilà, mais c'est pas affreux. Et donc, voilà, il disait, une fois qu'on a expliqué aux gens autour de nous, ils acceptent. Ils acceptent, et c'est un facteur hyper important pour eux. Ils disaient, mais si quelqu'un d'autre arrive, un nouveau, un déménagement, un nouveau arrive, rebelote, on repart sur le café, on lui réexplique, et c'est fait partie de ce jeu. Super. Alors,
Il y a un projet qui avait été monté par INRAE avec la Chambre d'agriculture de Bretagne qui s'appelait Accept et qui portait essentiellement en fait sur ces mécanismes-là et qui en faisait le tour du café, ça en faisait un paramètre essentiel. C'est pas simplement anecdotique, c'est vraiment essentiel de le faire. Donc on discute beaucoup. Et puis derrière, en fait, en termes de... Parce que c'était ça aussi, en fait, dans l'explication, c'est... vous allez réinjecter, vous allez créer de l'énergie, des choses comme ça. Mais en fait, il y a l'activité qui est derrière. Parce que pour l'agriculteur, c'est une diversification qui permet de gagner de l'argent. Et quand on gagne de l'argent, et ben quand on a des difficultés en élevage, parce que c'est des fois le secteur, le lait, la viande, ça c'est comme des secteurs où parfois les prix sont pas assez élevés, et bien là on se retrouve avec une activité complémentaire qui maintient de l'élevage et qui maintient par ça en fait de la biodiversité. Et là ça devient intéressant. Ce collectif café, c'est ça la fédération Méta-Normandie ou c'est encore autre chose ça? Alors, Méta-Normandie, c'est énorme. Ça, c'est un gros observatoire, c'est du conseil, c'est un rassemblement de partenaires pour essayer de booster un maximum la méthanisation sur le territoire normand. Okay. Donc dans les chiffres que je donnais tout à l'heure, là, je regardais, je me disais, 2023, on est à 320 gigawattheures. Sur 2030, on doit être à 560 sur la partie cogénération. En injection de gaz, on doit passer de 630 à 1700, c'est-à-dire qu'on multiplie par 2,7. C'est quand même assez intéressant. Et Méta-Normandie fait partie en fait de ce booster vers la méthanisation et la production de biogaz. Dernière question très rapide. Vous aidez des agriculteurs seuls, mais aussi des coopératives d'agriculteurs? En fait, il y a les deux. Okay. En fait, parfois, alors on a une tendance aussi pour les agriculteurs à aller de plus en plus, parce qu'il faut être près des réseaux de gaz. Et donc parfois, c'est pas possible. Donc on a des agriculteurs qui vont vers des plus petites unités. Et plutôt que d'être en injection, ils vont plutôt être en cogénération. Donc c'est super. Mais à un moment, vu les coûts, et puis les emprunts qu'il faut derrière, parce que c'est une machine, et ben quand ils se mettent à plusieurs, c'est hyper intéressant pour aussi favoriser les approvisionnements. Parce qu'il faut donner à manger à la méthanisation. Super, merci beaucoup Hugo. Parfait, on va passer donc à la dernière partie, donc l'hydrogène, avec nos deux dernières intervenantes, enfin des femmes, mais le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. L'hydrogène, on le rappelle, donc c'est l'élément chimique le plus simple. Ça représente un gros potentiel de diminution des gaz à effet de serre, ainsi qu'une manne économique significative. Il y a beaucoup de pays européens qui investissent de manière conséquente aujourd'hui dans un marché qui est en pleine expansion. L'hydrogène, c'est considéré comme un vecteur énergétique plus qu'une énergie, on va en parler. Il offre la possibilité, après avoir été produit, d'être stocké, transporté et utilisé. Et on rappelle que pour le créer, on a besoin d'électricité, d'où le débat autour de l'hydrogène. Donc Mathilde Bellache, on va commencer par vous. Vous êtes toutes les deux d'ailleurs dans l'hydrogène. Vous êtes Mathilde, chargée de projet hydrogène, direction énergie, environnement et développement durable pour la région Normandie. Alors comment se positionne la Normandie dans le domaine de l'hydrogène et pourquoi avoir choisi cette énergie qui, on le sait, je le répète, est une énergie controversée? Alors, bonsoir à tous, merci pour votre invitation. Donc, avant de répondre à votre question, je pense que c'est important de bien reposer le contexte pour que tout le monde comprenne bien les enjeux qui sont associés à cette petite molécule. Ah pardon, vous ne m'entendez pas bien. Donc je disais que je vais prendre quelques instants pour bien reposer le contexte, pour que tout le monde comprenne bien les enjeux qui sont liés à cette petite molécule qui est l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est un gaz qui n'existe pas à l'état naturel, donc pour l'utiliser, il faut commencer par le fabriquer. Pour le fabriquer, il faut deux choses. Il faut une matière qui soit riche en atomes d'hydrogène, donc par exemple les hydrocarbures, l'eau ou la matière organique. Et il faut effectivement aussi une source d'énergie qui va permettre de séparer ces atomes d'hydrogène du reste de la matière. Donc on va avoir plusieurs manières pour produire cet hydrogène. Il y a un intérêt qui est relativement récent pour l'hydrogène, en tout cas dans les médias. Mais il faut savoir que c'est une molécule que l'on consomme et que l'on produit depuis des décennies, depuis plus de 70 ans. La production d'hydrogène en France, c'est à peu près 900 000 tonnes par an. Et je me permets de poser des petites questions aussi, parce que moi j'ai envie d'en poser. Est-ce que vous savez à quoi sert cet hydrogène? Le transport Alors, il y a deux principales applications de l'hydrogène. La première, c'est qu'il est utilisé en raffinerie. Il est utilisé pour désulfurer les produits pétroliers, c'est-à-dire pour réduire le taux de soufre dans le pétrole lorsqu'il est transformé en carburant. La deuxième grande application de l'hydrogène, c'est pour produire de l'ammoniac, qui est la base de fabrication des engrais azotés pour l'agriculture. Deuxième question. Est-ce que vous savez comment cet hydrogène est produit? On casse la molécule
Voilà. En grande majorité, à 95%, l'hydrogène est produit à partir d'une réaction entre le gaz naturel, le méthane et la vapeur d'eau, donc par une méthode qui s'appelle le vaporoformage de méthane, et ce qui permet de produire un mélange composé d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Donc en proportion, dans ce mélange, pour 1 kg d'hydrogène produit, on va avoir 10 kg de dioxyde de carbone coproduit. Et oui. Donc l'hydrogène, la production d'hydrogène en France, ça représente à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre, donc ça représente plusieurs millions de tonnes de CO2 émis par an. Donc vous voyez que là, il y a déjà un très très fort enjeu qui consiste à décarboner la manière dont on produit de l'hydrogène actuellement. Le passé, on va dire, l'historique, c'est que l'hydrogène est produit pour l'industrie et avec une méthode de production qui est très émissive en gaz à effet de serre. Donc là, on va chercher des méthodes de production alternatives au vaporoformage de méthane. Donc la principale méthode, c'est l'électrolyse de l'eau, donc qui consiste à décomposer la molécule d'eau avec un courant électrique pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Et donc si on sait produire de l'hydrogène en grande quantité avec cette méthode par exemple, avec un bilan énergétique, un bilan carbone plutôt, qui est le plus faible possible, alors le plus bas possible, il n'est jamais égal à 0. C'est très intéressant parce que l'hydrogène a des caractéristiques énergétiques qui sont vraiment particulières. Dans 1 kg d'hydrogène, on a l'équivalent énergétique de 3 kg d'essence. Donc on va pouvoir utiliser l'hydrogène en substitution des énergies fossiles pour décarboner différents secteurs de l'industrie. Donc j'évoquais tout à l'heure le raffinage, la production d'engrais, mais on peut citer d'autres exemples comme la sidérurgie. Et ça va être également une option intéressante pour décarboner les transports, pas n'importe quel transport, les transports lourds qui nécessitent de fortes autonomies et de fortes puissances. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à l'hydrogène en ce moment, puisqu'il est considéré comme un vecteur qui va permettre d'accélérer la transition énergétique en participant à l'effort de décarbonation pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. Voilà, donc une première question. J'ai pas là. Alors, 1 kg d'hydrogène, c'est 55 kWh. Alors oui, pour produire de l'hydrogène décarboné, enfin, ce qui va faire que l'hydrogène est décarboné, c'est la source d'énergie qu'on va utiliser pour le produire. Donc effectivement. Oui, donc il faut déjà créer une autre énergie pour pouvoir ensuite créer l'hydrogène. Oui, tout à fait. Produire de l'hydrogène, ça commence par consommer de l'énergie. Donc l'hydrogène, ça a un sens, mais que si on décarbone ailleurs massivement, quoi. Et qu'on trouve une solution pour le faire qui soit vraiment verte. Oui. La décarbonation de la vallée de la Seine, c'est les 2 EPR. Alors, l'hydrogène, en plus, il y a un autre truc, c'est que récemment, son prix a été multiplié par 6, d'après ce que j'ai lu. Je ne me trompe pas là-dessus? Au moins 3. Bon, en tout cas, il y a eu une forte augmentation. Du coup, l'hydrogène, est-ce que ça a été à un moment très à la mode? Tout le monde ne parlait que de l'hydrogène. Là, est-ce que c'est toujours à la mode, l'hydrogène? Ou maintenant que vous êtes lancé dans ces projets, vous n'allez pas vous arrêter, mais est-ce que c'est toujours à la mode, l'hydrogène? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de mode, en fait. Peut-être Amandine, vous pouvez co-répondre. Juste, je précise, Amandine Allard, donc vous bossez pour Transdev, vous êtes directrice du service client de Transdev Normandie. Du coup, vous avez un micro aussi, ouais. Oui. Alors, ça a sans doute été une mode pour les collectivités il y a quelques années avec les appels à projets de l'ADEME. Donc oui, ça a sans doute été un effet de mode pour des effets de politique publique. Mais c'est aussi la façon d'entrer en transition et d'entrer finalement en économie de toutes ces énergies fossiles. Donc les élus, quand ils prennent ces décisions, ça coûte cher, sont là en l'occurrence des véhicules qui ne sont pas matures, qui ne sont pas éprouvés, donc ils sont bien souvent doublés par des véhicules gasoil. Donc dans le cas d'une transformation d'une flotte, je pense à Lens qui s'est lancé il y a plusieurs années sur la transformation de sa flotte avec des bus hydrogène. Ils ont morflé, ils ont essuyé les pires galères, mais en tout cas, ils ont fait avancer l'état de l'art des véhicules.
des métiers. Et finalement, on arrive à avancer, on arrive à rentrer en transition grâce à ces expérimentations. Et finalement, grâce à ces effets de mode, pour reprendre votre question tout de suite. Donc, vous accompagnez les transitions avec Transdev. Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie de transition de l'opérateur de transport que vous êtes ? Alors, on répond, nous, à des cahiers des charges qui sont ceux des collectivités. Donc, à chaque fois qu'une collectivité va mettre une nouvelle délégation de services publics en concurrence, eh bien, on va répondre à son cahier des charges. Donc, ce qui explique que chaque collectivité en Normandie a un axe plus ou moins prégnant sur l'environnement, sur la marche à pied, la marchabilité dans ces cœurs de ville. Et nous, ce qu'on va faire, on va tout mettre en œuvre pour que l'offre de service, le design du réseau, j'ai dans mes équipes des gens qui dessinent les réseaux de transport, tout ça soit très complémentaire avec l'intermodalité, qu'on vous offre le meilleur calculateur d'itinéraire possible pour marcher, pour pédaler avec le vélo, et puis pour prendre le bus, les navettes fluviales, etc. Le bus, justement, Transdev, vous avez lancé le premier bus, un car même d'ailleurs, ouais. Le premier car à hydrogène, donc, qui s'appelle Nomad Car Hydrogène. C'est quoi juste donc, le projet, la genèse? Parce que j'imagine que ce n'est pas juste lancer un bus, c'est toute une infrastructure qui va autour. Oui, c'est ça. Alors déjà, une information, la différence entre un bus et un car. Alors un bus, on est dans l'aire urbaine, on est debout, et puis on peut circuler debout, on est maximum à 70 km/h. Un car, on est assis, ceinturé, et on circule entre les villes, et on peut aller jusqu'à 100 km. Et le scoop, c'est que le car hydrogène n'existe pas. Le bus, oui, donc il y en a qui circulent, Pau, Lens et Rouen depuis quelques jours, ou la semaine prochaine quand vous viendrez à l'Armada. Mais le car, ça n'existe pas. Donc le faisceau qui a fait qu'on a créé ce nouveau véhicule pour la région Normandie, c'était le plan hydrogène de la région Normandie de 2018, porté par Mathilde. C'était une station d'avitaillement hydrogène qui est basée à Évreux. Et la Normandie a cette chance, c'est une station de 50 kg qui permet d'avitailler un véhicule poids lourd. Et puis Transdev opère une ligne Rouen-Évreux, une ligne qui fait 400 km et qui permet de montrer que l'hydrogène, c'est ce vecteur d'énergie qui permet d'aller loin. Parce que dans l'état de l'art des batteries actuellement sur un car, vous pourriez me dire, prenez un car électrique, on n'a pas toutes ces transformations d'énergie. Ouais, mais actuellement, une batterie sur un car, elle vous permettra de faire 180-200 km. Donc l'hydrogène, là, cette expérimentation, c'est prouver que on va loin avec ce vecteur d'énergie. Justement, vous parlez d'un car, vous êtes venu avec un film, justement de 2 minutes qu'on va regarder, on va finir là-dessus, sur la transformation d'un car qui était tout à fait standard, qui est devenu un car à hydrogène. Ça faisait 11 ans que c'était un car normal. Le projet, c'est un projet de rétrofit. Donc les rétrofits va nous permettre d'emmener un véhicule vieillissant, gasoil, qui a là, vous allez le voir, il a 11 ans, et on espère prolonger sa durée de vie jusqu'à 24-25 ans. Donc économie de matière première, et puis on ne reconstruit pas un car from scratch, quoi. Ouais, pas tout à fait, mais en tout cas, ça nous permet de l'emmener plus loin en matière première. Ça nous permet aussi, de cette expérimentation, de valider que le rétrofit, c'est une solution aussi pour qu'on ait une économie de matière dans les véhicules. On a travaillé avec plein d'instituts environnementaux en Normandie. Le rétrofit, il est utile si l'hydrogène qui est utilisé dans ce véhicule électrique hydrogène, il est produit en très grande proximité. Sinon, ça ne sert à rien et on reste avec un bon car gasoil Euro 6. Donc, toutes ces études nous ont permis de vous livrer ça ce soir, nous ont permis aussi de travailler avec le Dôme à Caen, et puis pour montrer que les passagers, ils sont tout à fait OK pour monter dans les bus hydrogène, ils n'ont pas peur. Ouais. Donc ça fonctionne pour les emmener. Et puis, ils se sont seulement posé la question de se dire, est-ce que ça va me coûter plus cher? Ça paraît moderne, alors est-ce que ça va être plus cher? Et c'est tout ce qu'ils se sont dit. Nos conducteurs, ils nous ont dit, est-ce que je vais être aussi bien installé dans mon car? Donc voilà, on a mené toutes ces études environnementales, sociales, et puis avec les SDIS aussi, sur tous les sujets de sécurité. Donc c'est parfaitement bordé, et l'opération de rétrofit, c'est le film que vous allez voir.
On regarde tout de suite alors. Si tu as le film, Valérie. Amandine, merci à vous quatre pour cette deuxième table ronde. Si vous avez des questions, je sais qu'on a tous faim, mais voilà, posez vos questions ou taisez-vous à jamais. Oui. Tenez. N'étant pas connaisseur, oui, on vous écoute. N'étant pas connaisseur, pour sortir d'hydrogène, il faut chauffer, je pense, à 600 degrés, non? Pour séparer les molécules. Donc il faut de l'énergie. L'énergie primaire que vous employez, c'est de l'énergie verte, sinon vous consommez de l'énergie pour refaire de l'hydrogène. Donc quelle énergie verte? C'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique. Pardon? C'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique. Donc il faut s'appuyer sur une autre énergie pour le produire. C'est ça. C'est ce qu'on disait, oui. C'est ce que je posais comme question. Quelle énergie verte vous prenez pour faire l'énergie nécessaire à éclater les molécules? Pour l'instant, du pétrole, si j'ai bien compris? Alors, la situation actuelle, c'est le méthane, je pense, qui sert d'énergie pour casser la molécule. À 100%? Il n'y a pas du méthane ou méthanisation? Non mais vous chauffez la molécule, vous la chauffez, donc vous pouvez la chauffer. Je ne connais pas dans le détail la manière dont on produit l'hydrogène actuellement. D'accord, non parce qu'on la chauffe à 600 degrés, donc il faut de l'énergie pour faire l'éclatement moléculaire. Oui. Donc il faut de l'énergie primaire, et est-ce que ça vient de l'éolien? Est-ce que ça vient d'une énergie verte plutôt que... Actuellement, non, ce n'est pas le cas. D'accord. Ça vient que d'énergie fossile. Du méthane. Ok, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Eh bien alors, je vous remercie à tous et merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette soirée.